Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais décevoir certains aficionados de la chaîne parce que je ne vais pas parler de cinéma. Non, aujourd'hui, je vais parler de jeux vidéo. Eh oui, l'année 2024 s'est terminée et je vais vous faire un petit bilan de mon année 2024 en jeux vidéo. La vidéo va être en deux parties. Je vais d'abord parler des jeux de 2024 que j'ai fait. Vous verrez, j'en ai pas fait beaucoup. De toute façon, globalement, j'ai pas joué à énormément de jeux cette année. Et après, je vais parler des jeux que j'ai rattrapés en 2024. Voilà, ça va vous permettre aussi de comprendre ma vision du jeu vidéo, comment j'aborde certains titres. Vous allez voir, j'ai une vision relativement radicale du jeu vidéo. Je suis assez dur à satisfaire et à la fois, je décide de ne pas aller vers les trucs qui, de base, je doute que ça va pas me plaire. Pour mettre les choses au point très vite, je joue sur quoi? Écoutez, je joue sur la Switch et je joue sur la PS5 globalement. Je n'ai pas de PC à la maison, ce qui m'enlève énormément de possibilités de jeu. Il faut le dire, mais bon, ça fait très longtemps que je suis plus sur PC, j'ai perdu cette logique-là. J'ai pas de Xbox, donc j'ai pas le Xbox Live, tout ça. Et je n'ai pas de console, si j'en ai une espèce de rétro console d'émulation qui ne marche pas, donc j'arrive pas à la faire marcher. Voilà, donc globalement, je joue sur Switch et sur PS5, je ne joue pas non plus sur mobile, je me suis quasiment interdit de le faire. Voilà, comme ça vous avez la base, hein, donc je suis pas un hardcore gamer. Vous allez voir, je ne joue pas très longtemps à un jeu. C'est-à-dire que moi, j'évite de rentrer dans des tunnels où j'enquille plus de 50, 100 heures dans un même jeu. Ça, je me l'interdis aujourd'hui parce que j'ai une vie chargée et que je veux pas aborder le jeu vidéo comme un espèce de remplissage de temps ou quelque chose qui va m'obséder au point de vouloir faire que ça. J'ai besoin que le jeu vidéo soit en fait une exploration quasiment culturelle. Et donc, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour d'un jeu, notamment par exemple pour les jeux en ligne ou ce genre de choses, je me limite vraiment. Et dès que je sens que je vais rentrer dans le gouffre, je vais avoir envie d'enquiller 100 heures dessus, souvent j'arrête. Mais j'en ai pas beaucoup, j'évite vraiment ce type de jeu. Je me concentre donc globalement sur des jeux solo, avec quand même un début, un milieu, une fin. Et même tout ce qui est roguelite et tout ça, je vais rarement au bout. Globalement, je ne finis pas souvent mes jeux. D'ailleurs, c'est un premier débat que je voudrais mettre sur la table. Est-ce qu'on peut parler d'un jeu, juger un jeu, noter un jeu sans l'avoir terminé? Moi, je considère que oui. Je m'oblige plus du tout à finir mes jeux aujourd'hui. Je considère qu'au bout d'un moment où j'ai été au bout de ma satisfaction avec le jeu, de mon aventure, je mets ma note. Bon, les gens pourront dire que ça vaut pas le coup, que c'est bidon. Il y a forcément des jeux où tu as des révélations narratives à la fin, tout ça. Certes, mais c'est comme ça. J'ai décidé de me décharger de cette espèce de pression de devoir terminer un jeu, parce que je trouve, personnellement, qu'il y a énormément de jeux qui, en fait, sont designés de manière, je trouve, assez racoleuse, ou en tout cas qui ajoutent du contenu pour allonger la durée de vie de manière artificielle, de manière où tu tournes en boucle, tu refais les mêmes boucles de gameplay, et ça, je veux pas rentrer là-dedans. Donc moi, quand je considère que j'ai eu l'impression d'avoir une expérience satisfaisante avec le jeu, j'arrête. Ça veut pas dire que je suis apte à dire que le jeu, à le juger parfaitement, c'est sûr. Je ferai pas ça avec un film, mais avec un jeu, je me l'autorise. C'est un débat intéressant à voir, vous pouvez l'avoir dans les commentaires. Est-ce qu'on s'autorise à juger un jeu sans l'avoir terminé ou pas? Combien de temps sur le jeu il faut pour pouvoir émettre vraiment un avis pertinent? Ça dépend des jeux, je le sais. Mais voilà, globalement, vous savez ça. Deuxième disclaimer aussi, je vais finir par arriver au jeu. J'ai pas joué aux jeux vidéo pendant très longtemps, donc en fait j'ai passé mes dernières années à rattraper un peu les grands titres des dernières années. Ce qui fait que j'ai pas vraiment plongé dans les gros titres actuels. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai beaucoup de jeux indés parce qu'ils sont souvent plus courts, moins chers, et donc mes jeux de l'année sont majoritairement des jeux indépendants et très peu des AAA comme Star Wars Outlaws ou ce genre de choses. Voilà. Alors, le premier jeu de 2024 que j'ai fait cette année, c'est un jeu en ligne, c'est Helldivers 2. Normalement, j'achète quasiment jamais de jeux neufs, ou en tout cas récents, surtout quand c'est des gros jeux. Là, je me suis laissé séduire, parce que vraiment, je me suis fait prendre par la hype. Et écoutez, j'ai passé un excellent moment sur ce Helldivers 2. Helldivers 2, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un TPS, donc un jeu de tir à la troisième personne, en ligne, où on est des escouades de 4 Helldivers, qui sont des espèces de soldats du futur, où on est envoyé sur des planètes pour aller faire des objectifs et globalement éradiquer des monstres. Donc il y a 2 races à l'époque, maintenant je crois qu'ils en ont ajouté une 3e. Tu te bats soit contre des aliens qui ressemblent à des tyrannides ou qui ressemblent aux bêtes de Starship Trooper. Le jeu est globalement une espèce d'adaptation de Starship Trooper déguisé. Et la 2e race qu'on combat, c'est des robots. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Automatons, je crois, ouais, les automatons.
Bah, je confonds, il y a tellement de races de robots avec les Decepticons, les automatons. Je crois que c'est les automatons qui sont des robots qui ressemblent vraiment aux robots de Terminator quand ils n'ont pas l'apparence humaine. Donc voilà, jeu en ligne avec les mécanismes un peu qu'on connaît du jeu en ligne où tu commences avec peu de choses. Plus tu fais des missions, plus tu gagnes des points. Avec ces points, tu peux débloquer des nouvelles armes, repartir en mission avec des armes plus puissantes. T'as tout un principe qu'ils appellent ça de... Oh, j'ai encore oublié le nom. De soutien, je crois, où tu fais des codes, tu peux mettre des soutiens et en fait tu fais des codes avec tes flèches et ça va balancer une frappe aérienne ou ça va te faire te livrer des armes. T'as un truc où en fait tu peux faire appel aux vaisseaux qui sont en orbite pour t'envoyer des choses durant ta mission et ça se recharge avec le temps et voilà. Donc c'est un jeu, franchement j'ai vécu des super moments. Alors malheureusement j'ai pas joué avec des copains, vraiment en temps réel, parce que je pense que ce jeu quand vous êtes à 4 en ligne avec des potes en vocal et tout, ça doit être extraordinaire. J'ai jamais eu cette expérience là, donc j'ai joué tout seul avec des gens que je ne connaissais pas en ligne. J'ai quand même vécu des super moments. C'est vrai que c'est un vrai jeu où tu vas avoir des instants de bravoure magistraux où tu es là, parce que souvent ce qui se passe c'est que c'est un jeu, c'est très moderne, non, c'est très à la mode en ce moment, c'est le principe d'extraction, c'est que tu fais ta mission et après tu dois aller à un point pour partir de la planète avec un petit vaisseau qui vient te chercher. Et c'est vrai que les dernières secondes où tu es là à défourailler une tonne d'insectes qui débarquent et ton vaisseau tu dois l'attendre et vous êtes 4 et vous êtes là à vous soutenir, à vous mettre en rond pour couvrir à 360 degrés pour défourailler tout ce qui est autour et le vaisseau il arrive au dernier moment où vous sautez dedans et tout. C'est des beaux moments, c'est des moments qui font vraiment plaisir. Je trouve que le jeu est plutôt sain en termes d'économie. J'ai pas senti le besoin de mettre de l'argent moi, même si plus ça avançait, plus vous voyez des packs où pour avoir certaines tenues, même certaines armes, fallait quand même commencer à raquer, t'avais envie de raquer, ça, l'argent il arrivait très très lentement. Donc c'était un peu frustrant quand même, et je déteste, je ne dépense jamais 1 euro dans un jeu. Je dis pas qu'il faut pas, hein, c'est moi personnellement, c'est une règle d'or, je ne mets pas d'argent en plus d'acheter un jeu. Voilà, je ne participe pas aux microtransactions, parce que j'ai l'impression que c'est un gouffre. Une fois que tu rentres dedans, tu peux y perdre beaucoup d'argent. Mais après, c'est aussi soutenir l'économie d'un jeu qu'on aime et tout ça. Donc je ne juge pas, je comprends, moi c'est personnel. Donc j'ai pas, voilà, à un moment j'ai quand même commencé la courbe, elle est agréable au début, à un moment ça ralentit fortement et tu progresses, t'as du mal à progresser ou en tout cas à obtenir ce que t'as envie. Voilà, bon, au moment où je me suis lassé, j'ai joué une vingtaine d'heures, ce qui est à peu près la moyenne de mes jeux globalement. Au bout de 20 heures, j'ai quand même globalement un sentiment de lassitude sur ce genre de jeu. J'ai eu envie d'y retourner avec la mise à jour où ils ont rajouté une race, c'est un peu genre des zombies qu'ils ont rajouté, mais j'ai eu envie, finalement j'ai jamais fait. Un peu la flemme de revenir dans ce genre de jeu. Mais c'est un jeu qui fonctionne bien, qui est agréable dans le sens où il y a... ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est ce sentiment déjà d'incarner un film, hein, d'être dans Starship Troopers, d'être avec ton personnage, de flinguer des aliens qui arrivent, et de les voir vraiment comme dans Starship Troopers où tu arrives à les affaiblir jusqu'à ce qu'elles se collent à toi, et au dernier moment elles finissent par s'écrouler devant toi. Il y a toute une... T'as ce côté Starship Trooper évident qui est super agréable. Il y a une esthétisme que j'aime bien. Il y a le délire un peu... propagandiste, un peu couillon sur est-ce qu'on est les gentils ou un peu les méchants ou est-ce qu'on est juste on est juste des fils de pute qui allons sur les autres planètes défoncer tout le monde et on se fait passer pour les héros. Bon, l'univers est cool. Après, je sais qu'il y a toute une gestion des événements dans le jeu qui est hyper élaboré avec un mec précis du studio qui s'occupe de gérer un peu l'évolution du jeu et tout ça. Moi, bon, j'ai ressenti des petits trucs. C'est vrai qu'à un moment, j'ai vu un tank dans une mission à moi. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? Je l'ai plus jamais revu avant un bail. Et maintenant, c'est un truc qui est plus souvent dans le truc. J'ai vu des monstres que j'avais jamais vus apparaître à des moments. Je me dis, putain, c'est quoi ce truc? Et ils sont apparus vachement plus tard. Enfin, voilà, ils ont une manière de teaser un peu qui est cool. Mais bon, voilà, à un moment, je me suis lassé, un peu comme tous les jeux en ligne, comme ça. Soit tu deviens un bourrin et tu fais que ça, soit tu joues un temps et quand tu considères que c'est bon, tu passes à autre chose. Et c'était le cas pour Helldivers 2, donc voilà, j'ai fini par passer à autre chose. Mais c'était des bons moments passés dessus. J'ai pas énormément de choses à dire sur le gameplay, c'est efficace, sobre. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas d'énormes points noirs pour moi. Non, j'ai pas de points noirs à soulever. Globalement, j'ai bien aimé. Deuxième jeu de 2024 que j'ai fait, c'est un petit jeu de plateforme indépendant qui s'appelle Paper Grinder. Écoutez, vraiment un jeu qui est sympa. Sympa, on n'est vraiment pas sur un grand jeu. Le principe, c'est qu'on a un petit personnage et on a une espèce de foreuse. Et en fait, on va avoir un jeu de plateforme où on évolue dans les niveaux avec ce système de foreuse qui nous permet donc de passer, de se mettre un peu à glisser sous terre, à rentrer dans les conduits, à passer, à faire des sauts. C'est un peu comme si on avait un surf sous l'eau, quoi. Enfin, on a ce sentiment un peu d'être sous l'eau quand on se met à forer.
et de glisser. Écoutez, c'est plutôt inventif, ça se passe bien, il y a une belle évolution des mécaniques de jeu à chaque niveau, on découvre des nouvelles idées, des nouvelles mécaniques, l'univers est plutôt sympa. C'est un peu lassant au bout d'un moment, il y a un pic de difficulté à un moment qui est quand même qui m'a un peu bloqué, mais j'ai passé un bon moment sur ce jeu. C'est pas le jeu de l'année non plus, hein, mais si vous cherchez un petit platformer efficace sur lequel vous allez faire 4, 5 heures, 6 heures de jeu max, en ayant du challenge, bah écoutez, il passe très bien. Il y a une vraie satisfaction dans ce sentiment de forer et de faire des espèces de sauts de parties où on peut forer à d'autres, enfin de terre en terre. On a ce sentiment un peu de glisser, de surfer, on a l'impression d'être un dauphin qui saute de l'eau, vous voyez, quand on sort de la terre et qu'on fore. Et franchement, ça marche bien. Donc, je le recommande si vous aimez les platformers plutôt où il faut être adroit et à la fois avoir une belle sensation Il y a une belle sensation manette en main. Donc voilà, Paper Grinder, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Il vaut pas une fortune et il m'a plutôt satisfait. J'ai été allé pour avoir ce que le jeu proposait et franchement, il m'a plu. Le prochain jeu, ça a été une vraie claque. Alors une vraie claque en 2 parties. La première partie, c'est quand j'y ai joué, et la deuxième partie, c'est quand j'ai regardé des vidéos dessus après avoir joué. Donc c'est un jeu qui s'appelle Animal Well. Animal Well, on est sur ce qu'on appelle un Metroidvania, mais on est à la frontière d'un nouveau genre que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle le Brainvania ou le Knowledgevania. Donc c'est en fait le principe du Metroidvania, vous savez, c'est... Bon, ça peut être en 2D ou en 3D, globalement en ce moment c'est majoritairement en 2D les Metroidvania. C'est le principe de ces jeux, un peu comme Super Metroid ou Castlevania, où on est dans une carte et on développe des capacités qui nous permettent d'accéder à des zones de la carte qui nous bloquaient auparavant. Donc, par exemple, le double saut, hop, vous pouvez accéder à une nouvelle zone et donc découvrir un nouvel endroit et tout ça. Et les grands noms, c'est Super Metroid, c'est Symphony of the Night. Alors il y a quand même des nuances entre les deux, hein, on appelle ça Metroidvania, mais bon. Il y a des nuances qui existent, et récemment, il y en a eu plein. Il y en a eu une tétrachier. Il y a eu, par exemple, Hollow Knight, il y a eu Blasphemous, il y a eu les Ori, enfin, il y en a plein. C'est des jeux que j'aime beaucoup, moi. C'est peut-être mon style de jeu préféré, au final. C'est celui où, une fois que je commence, j'ai quasiment toujours envie d'aller au bout, parce qu'il y a un sentiment de découverte, un sentiment de progression, d'aventure, de maîtrise du personnage que je trouve vraiment très très bon. Il y a rarement de la narration, ce qui me déplaît pas non plus, parce que je viens quand même d'une école du jeu vidéo où moi j'ai grandi dans les années Super NES et N64 PlayStation, où la narration dans le jeu vidéo c'était quand même très très faiblard, et donc j'avoue que j'ai un peu du mal aujourd'hui à aborder le jeu vidéo sous l'aspect narratif, quand ça commence avec de la mise en contexte cinématique, ça prend du temps à se lancer un jeu, j'en ai souvent marre. Donc il y a plein de jeux que je lance pas parce que je sais que le début faut que j'y joue 3 heures avant d'être dans le jeu et ça me gave un peu. Donc c'est un peu un frein que je me mets tout seul, mais ça commence à bouger. J'ai eu des expériences qui me font aller vers les jeux un peu plus narratifs, ou en tout cas qui utilisent la narration plus, mais c'est vrai que j'ai quand même un plaisir de jeu. J'aime bien quand c'est immédiat, un peu. Et dans Animal Well, on peut pas faire plus immédiat, tu commences, tu sais rien, et tu n'auras aucune explication de rien. Et ça j'adore, quand tu es plongé dans un univers de jeu, et que l'explication elle se fait par le game design, par le level design, par l'environnement, et par les actions que tu fais. Donc, Animal Well, on est donc dans ce Metroidvania, où on est une petite merdouille, là je sais même pas ce qu'on est, une espèce de petite boule pourrie. Le jeu a une esthétique assez particulière, où on a l'impression que c'est que des espèces de traits fluorescents de néon, un peu en pixel art. Franchement, l'esthétique marche très bien. Et donc on va progresser dans cette espèce de carte. Et là où je dis que c'est un Brainvania ou un Knowledgevania, parce que la nuance avec les Metroidvania, c'est que les Metroidvania, quand tu tues des boss ou autre, tu obtiens des capacités qui te permettent d'aller dans des zones cachées. Et dans Animal Well, on est plus sur un rapport où, c'est pour ça qu'on dit du Knowledgevania, c'est-à-dire qu'en fait, à force de jouer, tu finis par comprendre comment certaines choses fonctionnent. Donc tu comprends les choses et tu te mets à pouvoir faire des trucs qu'avant tu ne pouvais pas faire parce que tu ne le savais pas. Pas parce que tu n'avais pas accès nécessairement, mais parce que tu savais pas que ça pouvait être fait. Exemple tout con, à un moment tu as un frisbee, c'est un mini spoil, mais de toute façon voilà, il y a du spoil quand tu parles de Knowledgevania, parce que c'est des mécaniques que quand tu découvres tu as un sentiment d'épiphanie. À un moment tu trouves un frisbee, donc ça c'est une mécanique de Metroidvania, tu trouves un nouvel objet, très bien. Mais le frisbee, tu vas l'utiliser pour, par exemple, je sais pas, tuer des ennemis, machin. Et à un moment, putain, tu découvres que quand tu lances le frisbee, tu peux réussir à monter dessus et traverser
toute une partie de la carte jusqu'à ce que tu aies un mur, quoi. Tu peux quasiment voler en ligne droite. Oh putain, tu fais ah putain, c'était possible. On t'avait jamais expliqué, t'as rien qui te disait que tu pouvais le faire. Et d'un coup, ça te redéfinit ta manière de jouer et tu vas pouvoir accéder à des endroits où tu ne pouvais pas accéder auparavant parce que tu as cette nouvelle capacité. Mais c'est pas une capacité que tu as obtenue, c'est une capacité que tu as fini par comprendre. Et ça, dans Animal Well, il y a une tétrachier de trucs que tu finis par découvrir avec les objets que tu obtiens. Donc les objets, ils te permettent de progresser, mais une fois que tu as l'objet, tu n'es qu'à la... Enfin, ça t'ouvre pas tout, faut que tu comprennes certaines mécaniques dues aux objets. Et en plus de ça, on est dans un univers où on est dans un espèce de puits, donc une grande zone avec différents biomes un peu. Et on a des animaux qui peuplent cette zone et qui ont tous, pareil, des mécaniques qu'il faut réussir à comprendre ou à découvrir. Tu vas utiliser un certain objet avec un certain animal et ça va t'ouvrir un téléporteur ou ça va te permettre de creuser sous terre. Enfin, je dis des conneries, mais voilà, globalement c'est ça. Et donc le jeu, franchement, m'a totalement pris là-dessus parce que j'ai eu des vrais moments qui sont les moments les plus géniaux dans le jeu vidéo, je trouve, dans ce genre de jeu, c'est les épiphanies, quoi. Le moment où vraiment tu comprends un truc qui était plus ou moins devant ton nez depuis le début, mais tu n'y avais pas pensé, quoi, tu disais que c'était pas possible, ou en tout cas, et quand tu le découvres, tu fais vraiment Eureka, quoi. Oh, Eureka, waouh, chambé. Donc bon, voilà, j'ai adoré ce jeu, j'ai fait une partie où je suis allé au bout de l'histoire, en tout cas du jeu, et après, je me suis dit, putain, mais il y a quand même plein de trucs que je ne piche pas, où je sens que je suis en... Enfin, j'ai comme des énigmes, il y a des énigmes dans le jeu, des trucs donc à comprendre, comment tu manipules certains objets, comment tu arrives on va dire, à détourner l'attention de certains animaux dans l'univers, tout ça. Et surtout, les objets sont hyper originaux, aussi pour dire ça. C'est-à-dire que par exemple, tu as une flûte à bulles, où tu fais des bulles et ça te permet un peu de faire un double saut. Enfin, t'as pas du tout les trucs habituels des Metroidvania, donc ça renouvelle la formule de manière hyper agréable. C'est un jeu indépendant qui est, je crois, fait par un seul gars. Donc c'est magistral ce qu'il a fait. Et après, en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a plein de mystères. Et à un moment, moi, pareil, comme je vous disais, je suis pas un détraqué du jeu vidéo, je vais pas enquiller, plonger comme un ouf dans des jeux cryptiques et tout ça. C'est pas moi, j'adore que les gars fassent ça, j'adore m'imaginer pouvoir le faire, mais en vrai, j'ai pas le temps et à un moment, je lâche. Mais alors, ce jeu, si vous êtes fan de trucs cryptiques, wow, allez-y, il y a un nombre de couches improbable. J'ai vu 2 vidéos sur internet qui expliquent les différentes couches du jeu et c'est un truc de barjo. Le mec est allé beaucoup trop loin, mais c'est-à-dire que les derniers challenges, c'est des trucs, des combinaisons communautaires où chaque jeu donne une combinaison et quand tu mets la combinaison de X nombre de jeux qui te permet de reconstituer une peinture pour ouvrir une porte, enfin, un bordel avec du truc, tu dois trouver des lapins, tu dois trouver des trucs, enfin c'est un truc de barjo. Le mec est totalement taré, le créateur du jeu, c'est chambé. Donc si vous aimez les mystères et les énigmes environnementales et tout, mais allez-y parce que là vous allez prendre votre panard, c'est le jeu le plus, je pense, le plus bizarre à finir de tous les jeux de l'année. C'est impossible de terminer ce truc-là sans aller vérifier sur Internet des trucs, parce que le mec est totalement taré, quoi, le mec qui a fait le jeu, mais c'est chambé, c'est ça qui est trop bien. Donc moi, à mon échelle, j'ai pris un pied parce que la mécanique de jeu est hyper bien, l'univers est franchement, c'est innovant, tu n'as jamais vu cette gueule-là, le style graphique et tout fonctionne bien, t'as un moment où tu es pris dedans, t'as envie de découvrir tout, donc ça j'ai kiffé. Et en plus, quand tu es à la sous-couche de mystères qui sont là, ça devient totalement zinzin. Et franchement, je vous le recommande, Animal Well, c'est pour moi le 2e meilleur jeu que j'ai fait cette année. Ce n'est pas le premier, mais le 2e. Donc vraiment un énorme jeu. Le prochain jeu de l'année que j'ai fait, écoutez, pour le coup, c'est un jeu un peu plus mainstream, c'est le dernier Zelda, Echo of the Wisdom. Alors moi, je suis un grand fan des Zelda, c'est ma saga de jeux vidéo favorite, c'est vraiment un truc de normie. Mais voilà, donc je les ai pas tous faits, mais quasiment tous. Franchement, c'est vraiment une saga que j'adore. Voilà. Quand il y en a un qui sort, c'est ma petite tradition, je l'achète, je le fais. Et donc là, Echo of the Wisdom, on était sur donc, le moteur graphique de leur remake de Link Awakening, que j'avais pas fait, parce que j'avais fait le vieux à l'ancienne sur la Game Boy, là. On est donc avec Zelda, nouvelle mécanique de jeu, où au lieu d'avoir un truc où tu te bats avec l'épée bouclier, tout ça, tu as une espèce de bâton qui te permet de prendre des échos, ce qu'on appelle, donc tu prends les objets, et tu peux en faire des doubles, et après utiliser ces objets pour toutes sortes de choses, que ce soit les ennemis que tu peux faire apparaître et pour se combattre, ou par exemple une table pour faire un escalier. Donc, écoutez, sur le papier, j'étais un peu intrigué de cette nouvelle formule, de ce nouveau truc. Bon, j'aime bien faire des Zelda, là, on va dire, à l'ancienne, en 2D, c'est-à-dire que vu de haut, avec la mécanique
des Zelda un peu connus de l'ancienne époque, quoi, les Link's Awakening, les Link to the Past, tout ça. J'ai bien aimé ce Zelda-là, je trouvais que la mécanique était... moi j'aime bien qu'on me laisse le choix, j'aime bien avoir le sentiment de devoir faire des choses un peu par moi-même, de trouver des idées avec toutes les outils qu'on me donne. J'ai pas eu de moment où je me suis dit genre waouh putain j'ai trouvé un truc de malade. J'ai eu beaucoup le sentiment de piéger un peu le jeu par moment, mais c'est ça qui est rigolo aussi, hein, c'est de trouver des astuces avec toute cette ribambelle d'outils qu'on te donne pour un peu piéger le jeu et hacker des trucs, tu vois, pouvoir pas traverser la map en foutant par exemple un steak devant un oiseau et t'attrapes l'oiseau et tu peux traverser toute la map parce que l'oiseau il veut bouffer le steak. Enfin, ce genre d'idées qui sont, une fois que tu les trouves, t'as un sentiment de genre ouais putain c'est trop bien, mais factuellement tu sais pas, ça a jamais été pour résoudre des énigmes que j'ai eu ce sentiment de me dire putain je suis trop intelligent, j'ai trouvé un truc que le jeu avait jamais pensé, quoi. C'était plus des trucs un peu à la con comme ça, en dehors des zones de jeu. Et à l'inverse, j'ai raté certains trucs super tard, où bah, je me suis dit, putain, si j'avais trouvé ça plus tôt, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Enfin, je me serais moins galéré dans plein de moments où je faisais des trucs relous pour passer d'un endroit à un autre, alors qu'en fait, il y avait un objet, une fois que tu le faisais apparaître, genre les dalles volantes, une fois que tu avais ça, tu pouvais quasiment traverser la map en 2 secondes avec. Donc voilà, donc il y a eu ce sentiment bizarre où tu te dis, c'est cool de me donner plein de choix pour résoudre des situations, mais est-ce que vraiment il manque un peu par moment le léger sentiment d'être dirigé pour qu'il y ait des vraies énigmes où tu sens que tu t'es creusé la tête et tu as trouvé une vraie bonne solution. Après, il y avait le même problème un peu dans Tears of the Kingdom, quand même, avec ce côté où finalement tu avais plein de solutions pour résoudre des puzzles, là où dans Breath of the Wild, les sanctuaires, c'était vraiment une solution par puzzle. Et finalement, à choisir, je préfère quand même... Je sais pas, les deux se valent en fait, c'est vraiment une philosophie de Zelda, j'allais dire je préfère, mais par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les donjons de Skyward Sword, parce que bah, justement il y a ce côté vraiment énigme mécanique où tu dois trouver la bonne solution pour résoudre, et quand tu la trouves, tu as un vrai sentiment de satisfaction, alors que je trouve que quand tu bidouilles une connerie pour réussir à passer grâce à ces gameplays un peu, je sais plus comment ils émergents, je crois qu'ils appellent ça, ces gameplays émergents où tu trouves des solutions un peu fait de briques et de broc. Ouais, t'as un sentiment un peu genre, ouais, ok, ça marche, c'est passé. Mais t'as pas ce sentiment de dire, putain, vraiment, c'était cool, j'ai réussi à faire exactement ce qu'on voulait de moi. Mais bon, les deux se valent. Donc j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté... Ça manquait de ce Zelda Echo of the Wisdom. Il manquait un aspect comment dire, mémorable. Et c'est vrai que les environnements sont pas extrêmement mémorables. Les donjons, je les ai quasiment tous oubliés aujourd'hui. Voilà, c'est un truc finalement, sur le moment, j'ai pris du plaisir, je trouvais le game feel extrêmement agréable, c'est-à-dire que au même moment, j'ai testé un jeu dont je vais pas parler parce que j'y ai pas suffisamment joué, mais j'ai testé le Vaillant Petit Page, qui est aussi un peu un Zelda-like, avec des passages en 3D différents, enfin, voilà. Et franchement, le game feel était tellement pourri par rapport à après, quand j'ai pris Echo of the Wisdom, et là, tu fais, ah putain, c'est trop agréable à jouer, ah, tout est trop bien. Après, par contre, la manipulation, t'as quand même beaucoup de touches, encore une fois, où il y a beaucoup de... Putain, tu te dis, putain, pour choper un machin, t'as des listes d'objets qui sont interminables. Quand tu veux choper un objet dans ta liste, l'inventaire il s'ouvre, t'as une ribambelle, c'est improbable. Donc, tout n'est pas parfait, loin de là, mais bon, il y a quand même une satisfaction à tenter un truc, à jouer un truc où t'as jamais joué à ça avant. Voilà, de pouvoir créer tous les ennemis pour se battre avec. Alors ça a le défaut que tu finis relativement par créer toujours la même chose, au bout d'un moment quand tu trouves une formule qui marche. Et le jeu te pousse pas à l'explorer différents trucs presque. Il y a un moment où quand tu mets un ennemi qui cartonne tout le monde à chaque fois, bon bah tu utilises toujours le même, mais en vrai, vu que tu trouves de nouveaux ennemis, tu progresses, t'as quand même un peu d'évolution dans ce que tu vas utiliser, tu peux pas utiliser la même chose tout le temps. Mais voilà, ça aurait pu, je pense qu'il y a un moment où ça vaut le coup, ils sont encore à réfléchir avec ce gameplay là où ils te donnent une ribambelle de possibilités, je pense ils vont réussir dans les prochains jeux, que ce soit Tears of the Kingdom ou que ce soit Echo of the Wisdom, ils vont réussir dans les prochains jeux où ils te laissent autant de liberté à quand même réussir à te créer des vrais moments d'entonnoir où tu dois trouver une solution d'une bonne manière. Et je pense que ça ne peut que s'améliorer, parce que là ils sont vraiment dans le défrichage, quoi. Ils défrichent un truc, et c'est plutôt cool. Après, l'histoire, bon bah, je m'en bats les couilles, on va être honnête. Les personnages que tu rencontres, je m'en bats les couilles. Voilà, tout ça, je m'en fous, moi, franchement, dans Zelda, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, et là, c'est pareil, je m'en fous réellement, j'ai trouvé ça quand même bavard, alors que
je m'en bats les couilles, quoi. Voilà, il y a le système de sous-quêtes, de quêtes et tout, ça fonctionne bien, la carte est harmonieuse. Franchement, c'est plutôt... c'est agréable, mais ça rentre pas dans le top des Zelda, loin de là. Mais la tentative est pas foireuse, est pas foirée. Je trouve que ils ont tenté un truc, ça marche, ça fonctionne, c'est perfectible et ça fonctionne. Echo of the Wisdom. Après, je pense que malheureusement, il va être assez vite oublié. Assez vite oublié. Mais bon, écoutez, moi j'ai passé un bon moment. Je l'ai pas terminé comme d'hab. Je me suis arrêté vraiment à toute fin. Là, il me restait peut-être un truc à faire, un sanctuaire à faire ou un dernier temple à faire, je crois. Mais à un moment, quand j'en ai marre, j'arrête. Voilà, c'est même pourrait dire, encore une fois, tu n'as pas vu la fin du jeu et tout ça, mais au moment où quand je sens que le jeu il est en bout de souffle, qu'il me propose rien de nouveau depuis 1 ou 2 heures de jeu et que je commence à en avoir le cul, je ne me force plus. C'est vraiment philosophie de pantouflard, j'arrête. Allez, c'est bon, fini, je passe à autre chose. Parce que quand t'arrêtes un jeu et que t'as pas envie d'y retourner, franchement, c'est le pire des sentiments de te dire, faut me forcer à y retourner parce que faut le finir. Bah, horrible, horrible, franchement horrible. Mais, encore une fois, c'est questionnable. Même moi, des fois, je me dis, bah, faudrait que je force, quoi, pour aller au bout. Mais des fois, je le fais pas. Et là, on va parler de mon GOTY de l'année. Oh, d'ailleurs, j'ai joué à 5 jeux de l'année, donc c'est pas non plus comme si c'était... j'avais testé les meilleurs trucs. Hein. Non, mon GOTY, écoutez, c'est Lorelei and the Lazarize, qui est donc un jeu d'énigmes, globalement, où on est un personnage qui débarque dans un hôtel. Ça a une esthétique un peu PlayStation 1, presque, avec un côté très bicolore, où t'es que sur des teintes de noir et de blanc avec un peu de rouge. Et on dirige ça un peu à la Resident Evil, où c'est des caméras fixes dans différentes pièces et tu le balades et voilà. Et donc t'es ce personnage qui doit résoudre des énigmes dans un hôtel. C'est très mystérieux, tu débarques, tu comprends rien, tu sais pas pourquoi t'es là, et globalement, plus ça avance, plus tu réussir à comprendre un peu pourquoi t'es là et quel est le tenant aboutissant de ce jeu. Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment, vraiment plu, c'est que là, pour le coup, on est dans un jeu, encore une fois, qui est extrêmement exigeant, je dis encore une fois parce que ça me rappelle Animal Well, c'est-à-dire qu'on te donne rien, on te donne aucune clé de rien au départ, t'as pas de contexte, t'as rien, tu t'es balancé là-dedans, et débrouille-toi, Coco. Et donc vu que t'as rien, ce qui est agréable dans les jeux vidéo où t'as rien, où t'es pas dirigé, où t'es vraiment, te laisse livrer à toi-même, c'est que c'est dur, tu as des sentiments d'être perdu, de plus savoir quoi faire, mais quand tu trouves des solutions... Putain, mais le pied que ça te procure, quoi. C'est vrai que t'as des moments, encore une fois, d'eureka, oh, putain, mais oui, mais c'était ça, en fait. Et j'en ai eu plein dans ce jeu. Parce que la force du game design de ce jeu, c'est d'avoir un côté très ouvert, finalement. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu d'énigmes, mais à la fois, tu as, je sais pas combien d'énigmes à résoudre. Alors, d'énigmes, c'est pas genre... t'as des énigmes, tu débarques quelque part, et d'un coup, t'as un bonhomme qui te pose une énigme. C'est plus que t'as tu sens qu'il y a des lieux qui ont des mécanismes pour réussir à avancer, à fonctionner. T'as des objets qui nécessitent d'être manipulés d'une certaine manière pour résoudre des énigmes. Alors c'est souvent des énigmes mathématiques et des énigmes en fait qui vont se nourrir du lore que le jeu commence à déployer. Donc le lore, ça va être les personnages que tu rencontres, les livres que tu vas réussir à gauler, les témoignages, et t'as tout un lore qui est là et qui en fait permet de résoudre les énigmes. Donc c'est un truc assez étrange où il faut réussir à être très attentif à tout. Et globalement, c'est un jeu à calepin. Hein, ouais, par exemple là, c'est mes notes. Ouais, c'est le genre de jeu où si t'as pas des notes avec toi, vous voyez pas bien, c'est trop surexposé, mais t'es obligé de faire des notes pour pouvoir résoudre des énigmes parce que c'est le bord, c'est impossible. T'es obligé de noter des trucs, d'avoir des chiffres, de faire des maths, des schémas. Donc c'est beaucoup d'énigmes avec des chiffres, aussi avec des trucs géométriques. Mais c'est bien intégré dans l'univers. Et surtout, parce que c'est pour vous dire un peu pourquoi c'est bien intégré, c'est que y a un côté un peu, en fait, installation artistique, où t'es dans une espèce de... Tu sais que t'es dans un... Enfin, il y a un côté où t'as l'impression d'être dans un musée un peu interactif, donc toutes ces énigmes ont une logique d'être là d'une certaine manière. Et franchement, c'est très bien fait. Et surtout, comme je disais, c'est que t'as le choix, c'est-à-dire qu'au début, tu progresses, et t'as des trucs t'as des énigmes, ça va être évident pour toi, d'autres pas du tout, mais j'ai jamais été bloqué. J'ai jamais eu ce sentiment de me dire, bon bah là, j'arrive pas à résoudre cette énigme, je peux plus avancer. Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, t'as toujours une autre énigme qui peut être résolue à un moment, à un endroit, et donc, bah, tu progresses, et je trouve qu'en fait, il y a toujours ce truc de temps dans les jeux à énigmes, où une énigme sur laquelle tu bloques, tu vas dormir, le lendemain tu te réveilles, et en fait, t'as la solution, quoi. Tu fais, ah putain, mais oui, mais c'était ça.
parce que tu as laissé le temps et ton cerveau finalement il a capté la mécanique en ayant résolu d'autres énigmes. Et donc vraiment, j'ai pris un panard énorme à progresser dans ce jeu. C'est un jeu qui a une atmosphère très très forte, où il y a des moments où j'ai été dedans, mais totalement j'ai eu peur, alors que c'est pas un jeu qui est destiné à faire peur normalement, mais j'ai des moments de frayeur, d'angoisse, parce qu'il y a un univers est oppressif et un peu malsain, malaisant. Et pourtant, il n'y a rien, c'est pas un jeu d'action, il n'y a jamais besoin de manipuler le jeu d'une certaine manière. Enfin, ouais, c'est pas du tout un jeu de dextérité, hein, pas du tout. Mais pourtant, il m'a donné des vrais sentiments de survival horror par moment. Cette esthétique, eh ben, elle est tenue tout le long, elle fonctionne bien. Il y a des moments où il l'utilise à bon escient parce que tu as des jeux dans le jeu, il y a des changements de caméra, des trucs qui valent le coup, de changements de gameplay qui à chaque fois racontent un vrai truc. C'est un jeu où tu dois quand même rentrer dedans pleinement. Et t'as quand même cette histoire, cette espèce d'univers à comprendre, qui est totalement cryptique à la base, et qui quand même, à terme, reste pas évident à faire sens, mais te donne vraiment une espèce de compréhension d'ensemble de ce que c'est, et il y a quand même un message que je trouve assez beau sur le fait de l'accomplissement d'une vie, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, il y a un rapport sur les œuvres artistiques et qu'est-ce qu'elles racontent de nous une fois qu'on n'est plus là, que je trouve assez beau. Voilà, il y a des moments, des vrais moments de grâce dans le jeu aussi. Il y a un moment musical que j'adore où un personnage se met à jouer du piano et t'as une chanson qui est lancée qui est extraordinairement belle. T'as un moment de danse aussi qui est beau. Enfin, t'as des moments de suspension au cœur de ce jeu qui vraiment m'ont cueilli. Et voilà, donc j'ai été pris petit à petit par le truc. Je l'ai pas lâché le jeu une fois que j'étais dedans. J'étais obsédé par la résolution des énigmes, le fait de trouver. Mais j'en ai encore d'autres. Hein, regardez le nombre de notes que j'ai là pour réussir à résoudre ce putain de jeu là. Hein. Alors voilà, je trouve qu'il y a des moments où le jeu devient vraiment dur sur la fin. La fin, c'est peut-être le moment où il commence à être un peu compliqué. Autant j'ai pas du tout été voir de solutions sur internet pour vraiment me préserver de tout spoiler, de tout truc, mais il y a quand même des moments où où à la fin c'est dur hein, de faire sens de ce qu'on te propose. Ce qui est hyper drôle, c'est que quand même à toute fin j'ai dû aller voir des solutions, et le jeu est quand même conçu de manière un peu procédurale. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes données, les mêmes infos, les mêmes trucs aux mêmes endroits. Et donc, en fait, les solutions, elles sont hyper reloues à les trouver parce que personne n'a les mêmes. Alors oui, la mécanique pour obtenir la solution est la même. Mais vu que tu n'as pas les mêmes données et tout ça, le fait d'aller chercher une solution, elle est beaucoup moins évidente que n'importe quelle solution. On te dit, le code de la porte, c'est 422, quoi. Tu vois, non, là, c'est le code de la porte, en fait, il faut que tu ailles récupérer les 4 affiches, les mettre dans l'ordre, machin, mais même les 4 affiches, elles vont pas être dans le même ordre, machin, donc celle où tu dois interpréter de cette manière-là, le mec de la solution, il va en avoir une autre que toi, donc c'est pas du tout la même manière de percevoir le challenge. Enfin, franchement, ça a été un bordel, mais moi, c'est mon jeu de l'année, parce que, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les énigmes, j'ai adoré la progression, j'ai adoré les émotions que ça m'a suscité de manière purement vidéoludique, que ce soit la peur, que ce soit les émotions, la tristesse, la mélancolie. Ça a été un jeu qui m'a vraiment pris et dont vraiment j'ai passé un énorme moment. Donc très très bon jeu, je vous le recommande grandement. Laurel Eyes and the Laser Eyes. Si vous aimez les jeux d'énigmes, si vous n'aimez pas et que vous préférez les jeux d'action, oubliez. Il me reste 2 jeux que j'ai fait cette année qui sont des jeux de 2024. Il y a le jeu Arco, qui est donc un jeu. Alors c'est pas évident à décrire. On est sur un semblant de jeu tactique dans le sens où on est sur des combats un peu au tour par tour, où tu as un personnage et tu dois lui donner des actions vues de haut pour essayer d'attaquer des gens. Et en parallèle de ça, les autres phases de jeu, tu es un personnage qui évolue sur une espèce de sur des tableaux où tu te balades. En fait, t'es clairement dans l'Amérique centrale au début au moment des années 1800, enfin un peu à époque western, quoi. Et tu te balades dans des tableaux et en fait, tu vas suivre des quêtes. On va te donner des missions, plus ou moins. Mais ce qui est surprenant, c'est que t'as plusieurs personnages, tu vas changer d'époque, changer de perspective. Et en fait, c'est un jeu qui parle vraiment du rapport à la violence et du rapport à la vengeance et du mal qu'on fait. Et en fait, ce mal que tu fais, il va te hanter sous la forme de fantômes qui vont t'attaquer pendant tes phases de combat, mais en dehors des moments où c'est figé. C'est-à-dire que le jeu, c'est un jeu à tour par tour, mais quand tu es en train de choisir tes attaques, tu as quand même des moments où des fantômes viennent t'attaquer
pendant que tu sélectionnes tes attaques, donc t'as un moment où c'est le moment où tu es supposé être posé pour réfléchir tranquille, et là en fait pas du tout, t'as un truc qui t'attaque, et tu te dis, ah, putain, je vais choisir vite un truc, donc c'est assez... c'est une mécanique de jeu qui est pas mal, parce que c'est... en fait, j'aime bien dans le jeu vidéo quand ils arrivent à faire ça, quand il y a une résonance entre ce que le jeu raconte et la manière dont il te le fait vivre. Entre le fond et la forme, hein, globalement. Mais là, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui va parler de la culpabilité, du fait de faire des actions que tu considères juste un moment parce que tu es animé par un sentiment de vengeance, et qui en fait vont te hanter plus tard. Et littéralement, c'est ça, c'est-à-dire que les fantômes, ils ont ce sentiment de te hanter en tant que joueur, où putain, tu peux plus te poser et réfléchir tranquillement, quoi. T'es hanté par ces putains de fantômes qui t'attaquent. Donc ça, c'est vraiment une idée de génie, qui fait que le jeu tient a déjà un truc que je n'avais jamais vu avant, et un sentiment de jeu que je n'avais jamais ressenti avant. Et ça, c'est très très fort. Quand un jeu arrive à faire ça, franchement, rien que ça, pour moi, ça le met un peu au-dessus de la masse de jeux qui sortent dans une année, quoi. Quand t'as une mécanique comme ça qui d'un coup est géniale. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça très très fort. Il y a un moment où je t'alterne quand même beaucoup de persos de points de vue, et j'ai pas été au bout encore. Là, pour le coup, je désespère pas de le terminer, parce que ça devient hyper dur là où j'en suis. Je galère de ouf. Donc je progresse super lentement, parce que je suis pas très bon, hein, moi, globalement dans les jeux vidéo, c'est aussi ce qu'il faut savoir. Quand je dis j'aime pas finir les jeux et tout, je suis pas un déter. Je suis pas un gros déter, moi je suis pas un extrêmement bon joueur. Je joue pas, voilà, j'ai jamais été ce côté performance, à part sur les jeux de foot. Et donc je suis pas très bon, donc dès que ça devient très dur, j'y arrive pas trop. Hein. Tu vois, Bloodborne, je suis resté keblo à ce putain de boss de merde là au tout début là, je sais même plus comment il s'appelle là, le père je sais plus quoi là, que je n'arrive pas à passer depuis 3 ans. Je suis vraiment une chèvre. Je vous le dis. Donc là-dessus aussi, ça me contraint, un jeu vidéo, quand c'est trop dur. Mais pourtant, je ne demande pas au jeu d'être plus facile. Hein. C'est pas du tout ce que je demande. C'est juste à moi de me sortir les doigts du cul. Quoi. Et quand il arrive, t'es content. C'est ça qui est cool aussi. Et voilà. Et donc, pour le coup, Arco, il y a ce truc-là où je sens la toile d'araignée qui se tisse de thématiques, et j'ai pas eu le moment où tout se regroupe et tu te prends à la gueule quelque chose de fort. Mais je vais y arriver. Voilà, je sens que je vais y arriver. En tout cas, c'est intéressant parce que ça exploite une culture et le côté un peu amérindienne que j'avais jamais trop vu dans les jeux vidéo. Ça te fait changer des points de vue et tout ça, donc très vite, tu perçois que tes actions ont des conséquences et ne sont pas... il y a un côté où ce que tu penses faire le bien à un moment pour te venger ou rétablir un tort et tout ça, en fait, ça a des conséquences que tu n'avais pas compris sur le moment, et qui vont te revenir dans la gueule plus tard dans l'aventure. Et franchement, c'est assez bien fait là-dessus. Et c'est original, cette espèce ces deux points de vue sur les combats et l'exploration. L'univers est cool, les personnages sont intéressants, t'as des choix compliqués à faire. Après, il y a un peu ce problème de... quand tu fais des... Moi, j'aime bien dans les jeux vidéo, quand on te fait faire des choix, je trouve qu'il y a vraiment, par moment, un côté d'éclairé, où faut être... les choix que tu fais sont pas toujours très éclairés, c'est-à-dire que on te propose des solutions, un truc, mais tu sais pas... Vu que tu sais pas exactement les tenants et aboutissants de si tu fais ça, il va se passer ça, ou si tu fais ça, il va se passer ça. Par moment, tu fais des choix en pensant faire le bon, et en fait, tu te retrouves à faire le mauvais, mais t'avais pas trop compris que ça allait engendrer ça. Donc, c'est un peu... Bon, c'est difficile, hein, le rapport au choix dans les jeux vidéo. Et là, c'est pas toujours totalement satisfaisant, je trouve. Mais, en tout cas, c'est vraiment un jeu, si vous aimez les jeux narratifs et les tactiques, un peu... franchement, c'est surprenant dans le genre, et j'ai pris vraiment du bon temps à le faire, et je désespère pas de le terminer. Voilà. Donc Arco, je vous le recommande. Et le dernier jeu que je suis en train de terminer, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit dans la sphère des fans de jeux indés. C'est la première fois que je faisais ça, un jeu purement narratif. Donc il n'y a aucune mécanique de gameplay à proprement parler, où il n'y a aucun challenge, c'est pas du tout ça. C'est un jeu qui s'appelle 1000 Time Resist, alors 1000x Resist, donc qui est un jeu à une esthétique encore une fois très PS2 à l'ancienne, un peu dégueu, qui est un jeu purement narratif, vraiment où on va vivre des chapitres qui vont nous raconter une histoire par le fait de se diriger. Donc globalement, ça reste un jeu majoritairement à la troisième personne, où on dirige un personnage dans des environnements, et on va aller parler à d'autres personnages, et avoir des interactions, mais il n'y a aucune notion de perte, de game over, de difficulté, de rien. C'est-à-dire qu'on ne fait que parler, et suivre des histoires, et découvrir des choses. Alors, c'est le genre de jeu, d'habitude, il n'y en a pas beaucoup que j'ai réussi à faire, ce qu'on appelle un peu les visual novels. Hein. Moi, je suis pas trop dedans. Mais là, j'avoue que j'ai entendu tellement de gens me dire c'est dingue, c'est énorme. J'ai senti un emballement critique pour ce jeu, et je me suis dit, vas-y, il faut que je le teste. Franchement, ça m'intéresse, et je suis pas loin de la fin, et j'avoue que ça m'a bien happé. Il y a un vrai truc
où t'as envie de faire sens de l'univers, parce que l'univers est assez difficile à appréhender. Tu sens voilà, qu'on est... on joue... Enfin, il y a deux temporalités, quoi. Il y a le présent, enfin le futur proche de nous, qui ressemble à notre vie un peu, mais où il s'est passé un événement particulier qui a donné lieu à un futur qui a rien à voir, où t'as que des clones d'un personnage qui vivent retranchés dans une espèce de biome un peu comme ça, artificiel, et donc tu essaies de comprendre comment on est passé d'un personnage qui est une lycéenne, globalement fille d'immigrés hongkongais, au Canada je crois, à ce monde post-apocalyptique, avec que des clones de cette fille, avec des codes couleurs qui ont je veux dire, les personnages ont des combinaisons qui leur donnent des capacités, et en fait, c'est par l'exploration de la mémoire du personnage principal, du personnage de cette fille, que tu vas pouvoir faire sens de tout. C'est un bordel, mais c'est assez bien foutu. C'est-à-dire que c'est un bordel, à y dire comme ça dans une vidéo à l'oral, c'est galère, mais quand il joue, t'as vraiment une progression dans la compréhension et l'appréhension des thématiques et du monde qui marche très fort, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le finir et que j'ai été pris dedans. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est intéressant sur la mise en scène du jeu vidéo, comment le jeu vidéo peut te procurer des sensations. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres, en fait tu vas par l'alternance entre... Parce que dans certains chapitres, tu peux alterner la temporalité, changer de temporalité, et vivre des souvenirs de différentes époques au même endroit. Et donc en changeant de souvenir, tu vas pouvoir accéder à des zones où avant, par exemple, je veux dire, t'as un souvenir d'avant et d'après de l'apocalypse. Avant l'apocalypse, il y a la porte qui est fermée, après l'apocalypse, le mur est détruit, donc tu peux passer de l'autre côté et revenir en arrière, et changer d'époque une fois que tu as passé la porte, et voir ce qui se passait derrière la porte. Ce type d'exemples de mécaniques qui sont très basiques, hein, mais qui sont au service d'une narration où tu te sens vraiment être dans l'exploration de souvenirs, de quelqu'un et de quelque chose, et d'essayer de faire sens de ce que tu vois et de ce que tu perçois. Il y a une alternance aussi des contrôles, des fois tu es à la première personne, des fois tu es à la troisième personne, des fois tu es même en scrolling horizontal, pardon. Voilà, donc c'est un jeu où j'ai été quand même assez happé par l'univers, par la narration. Il y a un peu, ça tire un peu sur la longueur, je trouve qu'à un moment j'en ai marre, j'ai un peu envie de... J'aurais préféré qu'il resserre un peu, tu vois, c'est une expérience qui dure dans les 8-9 heures. Franchement, en 5 heures, ça aurait été, je pense, mieux. Un peu plus resserré, un peu plus efficace, punchy. Moi, j'ai toujours une tendance à trouver que les jeux ont majoritairement un besoin de s'étaler, quel que soit le jeu. J'adore les jeux courts, les jeux que tu termines en 3, 4, 5 heures max. Franchement, c'est vraiment ce que je préfère. Les jeux qui durent plus de 8 heures, faut vraiment que ça se justifie. Alors, les jeux qui durent 20, 30, 40, je trouve ça, par moments, j'ai du mal. Mais bon, globalement... j'ai pas terminé, j'ai hâte de finir, et j'ai hâte aussi d'aller, une fois que j'ai terminé, d'aller creuser avec les gens d'internet, les thématiques, comment tout ça... Moi je suis pas un érudit du jeu vidéo, je suis un joueur depuis longtemps, j'essaye de rattraper un peu les grands noms du jeu, les jeux qui ont marqué, et d'avoir une approche du jeu vidéo très artistique, culturelle, de les prendre comme des vraies œuvres culturelles. Mais je sens que j'ai pas la même capacité d'analyse d'un jeu et de compréhension finalement du game design, tout ça, que j'ai pour la mise en scène du cinéma, où c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus dedans. Donc je suis toujours curieux d'aller voir les gens qui parlent très bien de jeux vidéo après avoir fait un jeu, surtout quand le jeu est n'est pas d'une évidence totale, quoi. Il y a des zones un peu de... Je suis content d'avoir des spécialistes des spécialistes, des érudits, qui vont m'aider à digérer un jeu aussi. Voilà. Donc en tout cas, 10,000 Time Resist, franchement, 1,000 Time Resist, pardon. Bonne surprise. Moi, c'est surtout une surprise dans le fait de m'autoriser à apprécier ce genre de jeu. C'est la première fois vraiment où je me plonge dedans, et j'avoue que j'aime bien. C'est un peu long, mais j'ai envie de terminer, j'ai envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et je vous le recommande si vous voulez vous plonger dans un jeu narratif surprenant, et avec à la fois des thématiques très actuelles, parce que ça parle de pandémie, de maladies, de pandémie, ça parle de terrorisme, ça parle de dictature, ça parle de totalitarisme, ça parle de liens familiaux, d'exode, ça parle d'énormément de sujets qui sont quand même latents autour de nous, et qui valent le coup d'être vécus par une mise en scène de jeux vidéo, par différentes mécaniques de jeu, qui permettent au jeu d'avoir cette puissance-là, quoi. Donc voilà, donc finalement, je crois que c'est tout pour mes jeux de l'année. Je crois que j'ai fait que 6 ou 7 jeux cette année, c'est vraiment des jeux actuels, c'est très peu. Je ne pense pas en avoir oublié, non. Non, j'ai vérifié mes petites notes, j'en ai pas oublié, donc j'ai fait 7 jeux de 2024 en 2024. C'est quand même pas beaucoup, hein, 7. Après, bon, un jeu, ça prend toujours un peu plus de temps qu'un film, hein, donc c'est aussi pour ça que j'en joue
pas tant que ça. Et donc maintenant, je vais terminer cette vidéo par vous parler des jeux qui ne sont pas des jeux de 2024, mais que j'ai fait en 2024, les jeux que j'ai rattrapés, parce que bah voilà, comme ça j'aurais vidé mon sac de jeux vidéo de l'année. Et n'hésitez pas à me mettre votre GOTY, et peut-être à vous mettre le top 5. Voilà, moi mon top 5 pour vous dire, c'est donc numéro 1 Lorelai and the Laser Eyes, numéro 2 Animal Well, numéro 3 Helldivers, numéro 4, bah là ça se joue entre Arco et Ten Thousand Time Resist, mais il faut que je vois lequel je termine, et voilà, ça va se jouer, une fois que j'aurai terminé, je pourrai vous dire. Et Zelda, je le mets un peu hors du... Je pense qu'il a été moins intéressant que ces 5 autres jeux, et Paper Grinder, il est en dernier, parce que c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus, faut pas déconner. Alors, cette année, écoutez, ça a été une première pour moi, j'ai pleuré en jouant à un jeu vidéo. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrivait, pleurer d'émotion, fondamentalement, par un jeu, et ce jeu, bah, c'est un jeu que j'ai rattrapé cette année, c'est le jeu Brothers de... Brothers, je crois qu'il n'y a pas de S. Non, Brothers, ouais, A Tales of Two Sons. C'est le jeu de Joseph Fares. Joseph Fares, il a été très connu parce qu'il a fait It Takes Two, qui a eu le GOTY il y a quelques années. Et là, il sort un nouveau jeu là prochainement qui s'appelle Split quelque chose, Split Fiction. Et avant, il avait fait aussi un jeu qui s'appelle A Way Out. Donc il a une approche de jeu vidéo. Alors c'est un ancien réalisateur de films. Il est suédois d'origine, je crois, libanaise ou iranienne, je ne sais plus, libanaise, je crois. Et bref, c'est un ancien réalisateur de films. Il a fait des films, notamment, vous lui devez cette magnifique séquence. Voilà, où un flic tire des balles avec son slip, enfin avec son pantalon. Je n'ai pas vu ce film, je pourrais pas vous dire. Voilà, donc Joseph Fares, c'est quelqu'un qui a une approche du jeu vidéo que je trouve assez intéressant, parce que justement, il vient du cinéma. Alors, je sais pas si je dis pas qu'il faut forcément venir du cinéma pour avoir ça, mais on sent qu'il a cette envie, comme moi, c'est ce qui me plaît dans les jeux vidéo, c'est de me dire, ah, quand je viens du cinéma, je connais les outils, j'ai la grammaire cinématographique pour raconter une histoire, et faire vivre des émotions. Là, quand tu amènes le jeu vidéo, que tu rentres dans le jeu vidéo, t'as en fait une nouvelle grammaire qui s'ajoute. T'as l'interactivité, t'as donc des nouvelles outils pour réussir à faire provoquer des sensations à des gens. Et donc je sens qu'il a une recherche vraiment active de ah là je peux réussir à utiliser ça pour provoquer tel sentiment. Et donc dans Brothers, qui est son premier jeu, ça marche, ça m'a totalement happé. À ce niveau-là, il est très très fort. Donc Brothers, pour vous dire rapidement c'est quoi, c'est un jeu où on contrôle, c'est un jeu qui est normalement solo, on peut jouer en coop, mais il y a un message qui dit ce n'est pas l'expérience voulue. L'expérience, elle est voulue pour être jouée en solo. Et c'est un jeu où tu as globalement vu un peu de haut, comme ça, tu as deux personnages, deux frères, que tu vas diriger, donc tu diriges l'un et l'autre, chacun avec le joystick de la manette, et chacun peut faire une action, quoi. Donc globalement, c'est un jeu un peu où tu as deux personnages, et tu dois évoluer dans une... ton père qui est malade, et tu vas traverser le monde pour aller lui trouver un remède, voilà. Et donc, tu as les deux frères, il y en a un, il peut porter, il est plus fort que l'autre, donc il va pouvoir le hisser, après le frère va pouvoir lui lancer une corde, et ainsi de suite, vous êtes à deux, vous allez devoir pousser une pierre. Enfin, tu as toute une sorte de panoplie d'actions et d'événements où tu dois réussir à trouver une espèce de petite solution où tu as tes deux personnages en même temps. Bon, j'en dis pas plus, et c'est un jeu qui m'a fait pleurer, parce que c'est un jeu qui n'a pas de narration, autre que juste ce que tu joues, donc déjà, ça, je trouve ça très fort. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Tu comprends tout encore une fois par le jeu en soi. Et par contre, il y a il y a quelque chose de très fort qui se joue à ce niveau-là, sur l'évolution et sur cette mécanique de diriger deux personnages avec donc, on va dire, chacune de tes mains, c'est un personnage quoi, que tu diriges. Et ce que ça implique à un moment du récit. Et vraiment, j'ai fini le jeu. C'est un jeu qui se joue, moi je l'ai fini en d'une traite. Je crois qu'il dure 3 heures ou 2h30, donc c'est très court. J'adore. Voilà, je vous invite à jouer à l'original. Il y a eu un remake qui est sorti cette année, mais qui apparemment est pas très bon. Donc franchement, l'original, moi je l'ai joué cette année, il passe nickel. Hein. Il n'a aucun défaut, et il fonctionne très fort. Donc bref, j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai versé toutes mes larmes. Et en plus, quand tu finis le jeu, il y a un commentaire audio du réalisateur, où tu vois le jeu, et lui qui t'explique ses intentions et tout ça. Donc franchement, très très bonne surprise ce jeu, et... Première fois que je pleure devant un jeu vidéo, parce que il a une mécanique à un moment, j'ai pas envie de vous spoiler, mais qui vraiment te heurte en plein cœur, parce que c'est presque physique, quoi. T'as une douleur physique, quelque chose physique qui vient te happer, et qui vient résonner avec ce qui se passe dans le récit, et c'est magistral. Donc Brothers, vraiment très très bonne surprise. Et j'ai pleuré une deuxième fois, mais là pour quelque chose de plus classique, c'est pour un JRPG que j'ai fait, un JRPG pas fait par des japonais. C'est Sea of Stars que j'ai fait aussi en 2024, que j'ai terminé en 2024, qui est un jeu indépendant du studio qui avait fait The Messenger.
Sabotage, je crois, studio. Et donc vraiment un super JRPG, hommage à l'époque 16 bits en 2D pixel art, magnifique, relativement classique dans ce que ça propose en termes d'histoire et tout ça, mais vraiment engageant, avec des persos qui m'ont fait kiffer. Il y a un moment très émouvant où j'ai versé ma petite larme, j'ai été ému par l'histoire. Il y a une dynamique de combat où c'est du combat tour par tour, mais avec ce qu'on appelle des actions à faire un peu à la Mario RPG, où tu dois avoir des bons timings pour accentuer tes attaques ou te défendre. Donc voilà, j'ai adoré Sea of Stars, je vous le recommande. Un très 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 beau JRPG à l'ancienne si vous aimez. Je joue pas beaucoup à des JRPG parce que souvent c'est très long. Là, il se termine relativement rapidement. Pour un JRPG, c'est une vingtaine d'heures. Et franchement, j'ai trouvé ça très très fort, très très bon, très très beau et très émouvant. Cette année, j'ai aussi découvert fait Limbo qui est donc par Playdead Studio, je crois. Écoutez, c'est un jeu où j'avais déjà fait Inside avant, et donc c'est le jeu d'avant, les mecs avaient fait Inside. Très bon jeu, Inside c'est vraiment un chef-d'œuvre. Limbo c'est un peu en dessous, parce que l'univers est moins évident et que c'est un peu moins. Genre, ça raconte un peu moins de choses, en tout cas ça marque moins, je trouve, mais ça reste vraiment très fort. Le principe de Limbo, c'est c'est un espèce de jeu en 2D. Scrolling horizontal, enfin pas du Switch où tu évolues de manière horizontale, t'avances quoi, et t'as plein de petites énigmes environnementales à résoudre. C'est un jeu de puzzle plateforme en fait, plus ou moins, avec un vrai flow. Ce qui est agréable, c'est le rapport au flow, où c'est des petits segments que tu essaies d'enchaîner, et en fait, tu as des mécaniques que tu découvres, que tu enchaînes, et franchement, ça marche très très fort. Mais si vous... pareil, ça se finit très vite, hein, c'est moins de 2 heures, je pense. Il vaut le coup, il vaut à peine 1 euro, souvent, en solde. Voilà, et si vous faites Limbo et que vous aimez, faites Inside, qui est vraiment extraordinaire et qui vraiment vaut le coup de ouf. Cette année, j'ai rattrapé aussi Shovel Knight qui est là, donc qui est un hommage un peu au Megaman d'antan, où c'est un jeu de plateforme assez exigeant, avec ces mécaniques où dès que tu tues des boss, tu obtiens des nouveaux pouvoirs, et donc tu te retrouves avec une panoplie de pouvoirs pour pouvoir progresser. On est sur un jeu de plateforme, action plateforme, assez exigeant. Alors le jeu est d'une densité énorme, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les... Moi j'ai fini l'aventure principale avec un personnage, mais il y a 4 personnages jouables, où tu as des aventures dédiées à chaque personnage. Je me suis arrêté à 1, je me suis dit c'est déjà cool, mais j'hésiterai pas à le refaire avec peut-être un autre personnage prochainement. Un flow de ouf, tu progresses, tu te sens devenir de plus en plus fort, il y a vraiment une exigence dans le gameplay. C'est vraiment parfait si vous voulez un jeu de plateforme un peu exigeant, cool, et avec une vraie richesse. Allez-y, c'est vraiment très très fort. Il y a une excellente vidéo de la chaîne que je vous recommande, pour moi qui est devenue ma chaîne gaming préférée sur YouTube, qui s'appelle Esquive la boule de feu. Vraiment, il fait des vidéos très longues, mais justement j'adore, d'analyse, et il est, voilà, là vraiment, ça fait plaisir quand le jeu vidéo est abordé presque d'un angle académique, avec une analyse d'une densité très 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 poussée, qui vaut vraiment le coup, et la BO de Shovel Knight est extraordinaire, vraiment, avec cette esthétique audio de la NES, parce que c'est un jeu qui a été fait sur un peu l'hommage à la NES, quoi, donc t'es vraiment sur du rétro gaming mais moderne. C'est extraordinaire, et la musique est grandiose. Voilà, donc testez ce jeu, il vaut vraiment le coup, et allez regarder la vidéo de Esquive la boule de feu pour une fois que vous avez joué, pour pousser l'expérience un peu plus loin. Cette année, j'ai découvert Tunic. On est sur encore une fois un jeu indépendant où on joue un petit renard qui se réveille sur une plage. Alors le jeu est intéressant parce que j'ai pas envie de le spoiler, mais globalement on est sur un Zelda-like un peu. À l'ancienne, où tu progresses dans le monde. Il y a une mécanique qui est extraordinaire, qui est que tu débarques, t'es paumé, et tu vas en fait récupérer au fur et à mesure des pages comment on appelle ça, du manuel du jeu, qui serait dans la boîte si on avait une boîte. Et en fait, ces pages vont te permettre de comprendre le jeu et de progresser, de découvrir des nouvelles mécaniques. Enfin voilà, on est encore une fois à la frontière entre le Zelda-like et le et le Knowledge-Vania, où c'est en comprenant certaines mécaniques que tu peux progresser dans l'aventure et débloquer des trucs. Le jeu, voilà, ça c'est la première. Et il y a aussi un twist dans le jeu à un moment, dont je ne vais pas vous parler, mais qui m'a obsédé et qui est totalement dingue. Encore une fois, il y a une vidéo, j'ai fait le jeu avant, mais parce que je voulais vraiment voir cette vidéo, de The Great Review, qui est aussi une chaîne qui parle très très bien de jeux vidéo, qui te raconte les histoires un peu dans les jeux, et qui te fait vivre le jeu comme si tu y jouais. Et donc il a fait une vidéo sur Tunic, qui est extraordinaire, qui dure 1 heure,
qui vraiment, si vous n'avez pas envie de faire le jeu, vous regardez cette vidéo et vous aurez une partie de l'émotion que ça peut te procurer de faire Tunic. C'est vraiment un super jeu, il pousse un peu loin certains trucs, mais j'ai trouvé qu'en termes de mécanique c'était agréable, d'univers, de richesse, ouais, encore une fois, de comment tu creuses les trucs et tu trouves les trucs par toi-même, et cette mécanique du manuel que tu as au fur et à mesure est vraiment géniale. Et moi j'ai eu un des plus beaux Eureka de mon histoire de joueur, hein. Franchement, le moment où j'ai compris quelque chose sur la fameuse piste d'or là, bah je suis devenu ouf, quoi. Je suis devenu ouf et c'était dingo, mais je vais pas plus en parler. Je vous laisse découvrir le jeu, m'en parler dans les commentaires si vous voulez, et aller voir la vidéo de The Great Reviews que vous avez sûrement déjà vu, parce qu'il a fait beaucoup plus de vues que moi, ce talentueux jeune homme. Cette année, j'ai découvert aussi un jeu qui s'appelle The Case of the Golden Idol. Il y a eu la suite qui est sortie cette année que j'ai pas encore fait, mais que j'ai hâte de pouvoir faire. On est sur un jeu d'énigmes, d'énigmes. Ouais, c'est difficile à dire. Le principe, c'est qu'on est sur des tableaux figés, on est sur des scènes figées, et où on peut récolter plein d'éléments, en fait, de noms, enfin tu vois, on peut aller dans une première phase où en fait tu vois différents tableaux et tu peux aller cliquer sur des trucs qui te donnent des éléments. Par exemple, les bottes sont sales, un nom de personnage, enfin voilà, tout un truc. Tu récoltes plein d'indices, on va dire, et après tu as une autre page où tu dois réussir à reconstituer l'histoire de la scène que tu viens de voir en ayant... parce que tu as réussi à bien comprendre la scène, quoi. Enfin, je l'explique super mal. Mais en vrai, je me suis vraiment fait avoir. J'ai trouvé la mécanique hyper forte. Parce que, bah, en effet, c'est un jeu d'observation et de réussir à mettre ensemble des informations, quoi. C'est que ça. Mais c'est très, très bien fait. Souvent, tu as plusieurs tableaux. Et en fait, tu dois réussir une fois que tu passes d'un tableau à un autre, tu finis par ramifier les trucs. Après, ça part un peu loin, et je trouve que les dernières énigmes sont chaud patate, et en plus, tu as des trucs un peu cryptiques. Voilà, ça... Je crois que dans la suite, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont ramené les enjeux à quelque chose d'un peu plus intime, et tant mieux, parce que là, ça part un peu en truc avec des sectes, un peu chelou, machin. Bon, j'ai pas été hyper client sur la fin, mais putain, les premières énigmes, quand tu les résous, t'as l'impression d'être Sherlock Holmes, quoi. Enfin, vraiment, c'est agréable, les jeux qui te donnent vraiment une forme de proactivité dans la résolution d'énigmes et dans le fait de résoudre les choses par toi-même, quoi. Et The Case of the Golden Idol, c'est totalement ça. C'est vraiment un super jeu. Je crois qu'il est partout, et même la suite, elle est gratos si vous avez un compte Netflix. Ça fait partie des jeux qui sont avec Netflix. Donc allez-y, c'est charmé. Un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, c'est Into the Breach, donc un jeu que j'ai découvert parce que j'écoute le podcast Fin du Game, et qui est un podcast de jeux vidéo aussi très très bon. Voilà, donc eux, pour le coup, ils ont vraiment une forme d'érudition aussi sur le jeu et de capacité d'analyse qui dépasse grandement la mienne. Donc je suis très content, mais par contre, j'adore découvrir des jeux grâce à eux avant que d'écouter leur podcast. C'est-à-dire que je regarde quels épisodes ils ont fait et j'essaie de rattraper les jeux que je ne connais pas de ce dont ils ont parlé, quand je sais que c'est des jeux plus ou moins abordables en termes de durée de vie, quoi. Et donc Into the Breach a été le cas. C'est un jeu, je savais que j'en avais entendu parler plusieurs fois, et putain, j'ai pris une dose, une claque. Je crois que c'est quasiment le jeu auquel j'ai pu jouer cette année. Pour le coup, là, je me suis vraiment un peu laissé happer par ce délire. C'est un roguelite tactics, mais un tactics un peu particulier. Donc on est sur une grille avec je sais plus combien de cases, et nous, à chaque mission, on est sur des missions, on doit combattre des espèces de kaiju géants. Et on est envoyé, on a 3 mechas. Donc tu as des équipes de 3 mechas. Or tu peux soit constituer une équipe par toi, soit prendre des équipes préfaites avec des synergies particulières. Donc par exemple des mechas qui vont utiliser du feu, qui ont tous 3 mechas différents avec des attaques différentes. Et en fait, faut comprendre, chaque équipe impose une certaine manière de jouer, et c'est assez cool là-dessus. Il faut comprendre comment ça joue chaque équipe. Et ce qui est charmé, c'est que donc tu arrives sur cette map. Et en fait, c'est un tactique, c'est un peu particulier parce que tu vois les actions que va faire l'ennemi. Ce qui normalement n'est pas le cas. Normalement, tu sais à la limite que l'ennemi va attaquer, un peu comme dans Slay the Spire, c'est un peu la même chose, tu sais ce qu'il va faire. Et donc en fait, ça ne devient plus un tactique classique, ça devient presque un jeu de puzzle où tu dois résoudre la situation qu'on te propose à chaque fois. Mais chaque tour est une nouvelle situation et un vrai puzzle. Et en fait, tu dois essayer de trouver la solution optimum à chaque tour, pour réussir à éviter le plus de pertes, le plus de dégâts, et où faire le plus de dégâts, enfin voilà. Et c'est vraiment dingue, c'est-à-dire que t'es là, t'as ton écran, et tu passes vraiment 10 minutes à juste regarder l'écran, et être là, te dire,
putain, si je fais ça, il se passe ça, et après il va se passer ça, et lui il va faire ça, et donc lui je vais le pousser, parce que souvent tu peux utiliser les ennemis, tu peux les pousser, les décaler, et enfin tu vois, t'as tout un jeu comme ça où tu peux réussir à provoquer des réactions en chaîne, et franchement ça a été, c'est trop bien comme jeu, c'est hyper bien foutu, c'est vraiment un générateur de puzzle en fait, aléatoire quoi, mais trop fort, c'est trop fort, j'ai adoré ce jeu, j'ai pas fini évidemment, parce que de toute façon c'est un roguelite, tu reprends toujours à zéro avec des nouvelles équipes et tout, avec des difficultés qui peuvent monter, tout ça, c'est beaucoup trop, enfin à un moment c'est trop prenant, j'ai enquillé je sais plus combien d'heures dessus, je lui fais stop, c'est bon, vous êtes trop bien comme jeu, arrête-toi grand jeu, t'es trop fort. Donc j'ai adoré Into the Breach, et surtout encore une fois c'est une variation un peu comme Arcos, c'est une variation sur un genre que je connais très bien, le tactical, c'est un genre que je connais. Et là, d'un coup, c'était la première fois que je jouais un tactical comme ça, quoi. Et donc c'était vraiment génial. Je vous le recommande. Cette année, j'ai aussi joué à un gros morceau parce que je me suis lancé dans Cyberpunk 2077. Alors, intéressant. C'est un jeu qui m'a quand même un peu fait fantasmer hein, avant de le lancer. Je sais qu'aujourd'hui le jeu est dans sa version optimum par rapport à ce qu'il a été quand il est sorti, donc je suis content d'avoir attendu. J'y joue sur PS5, je sais que c'est pas la version ultime, moi je suis pas un gros féru de graphisme et tout ça, vous avez vu hein, les jeux auxquels j'ai joué, c'est que des jeux avec des graphismes de merde globalement, donc voilà, moi j'étais content de pouvoir le lancer, qu'il tourne, qu'il soit beau, c'était cool. Alors, le truc, c'est que, donc moi c'est des projets, j'avais commencé à faire The Witcher 3, et j'avais été un peu gâché par, je trouve, l'interface. Pas l'interface, l'interface, le HUD. Ou en tout cas, j'avais globalement l'impression de suivre un marqueur de quête, un peu connement, pendant 10 heures. Parce que j'ai joué à peu près 10 heures à The Witcher 3 avant de lâcher. Donc, maintenant, un peu depuis cette expérience avec The Witcher 3, qui est un jeu auquel j'ai pas réussi à rentrer parce que j'ai eu l'impression de pas du tout rentrer dans le monde et de juste suivre des consignes. La majorité des jeux un peu triple A, open world, de ce délire-là, j'ai arrêté de mettre la minimap, j'ai arrêté de mettre les marqueurs d'objectifs, et j'enlève quasiment tout le HUD. C'est-à-dire que mon écran, il y a quasiment plus rien dessus, comme information, qui soit pas diégétique. Alors dans Cyberpunk, on pourrait me contrecarrer l'argument que, vu que c'est des trucs avec des puces et des implants, ça pourrait être diégétique. Oui, mais en tout cas, je préfère galérer dans ces jeux-là, mettre 20 minutes de plus à trouver le mec qui doit me donner la quête, et de nouveau 20 minutes de plus à trouver l'endroit où je dois aller faire ma mission, que de juste bêtement suivre une flèche sur un GPS tout le temps. Alors c'est un choix radical que j'ai fait maintenant, et donc je m'y tiens globalement. Dès qu'il y a un gros jeu qui sort et que je veux le faire, je le fais de cette manière-là. J'avais fait ça pour le Poudlard, là, bon au final c'était quand même nul. J'avais fait ça pour le dernier Zelda, j'avais enlevé pareil la minimap, tout ça. J'avais fait ça aussi pour je sais plus quel autre jeu. Bref, globalement, je fais ça. C'est étrange. C'est pas du tout fait pour, hein, on va pas se mentir, les jeux aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Zelda, ça passait très bien. Zelda, j'ai pas du tout eu de problème en enlevant ces trucs-là, mais par contre, il y a certains jeux, tu galères de ouf. Et donc Cyberpunk, bah, c'est un peu la catégorie où tu galères un peu quand même. Mais c'est pas grave, moi ça m'a procuré quelque chose qui est vraiment rare dans le jeu vidéo, dans mes expériences de jeux vidéo. C'est-à-dire que j'ai joué à Cyberpunk pendant 3 heures et quelques la première fois. Donc je suis arrivé pas très loin, mais quand même, j'ai fini les premières missions, j'ai fini l'espèce de casse important. Et il y a un moment, quand j'ai éteint ma console, j'ai regardé autour de moi et j'ai fait genre, oh putain, je suis dans mon salon en fait. J'avais vraiment eu le sentiment d'être à Night City pendant 3 heures, quoi. Enfin, c'était une sensation d'immersion, mais de malade. Parce que, en fait, rien que d'aller prendre une mission où tu dois sortir de chez toi, descendre un étage, aller au fond du truc, de ton immeuble à gauche, bah même ça m'avait pris un peu de temps parce que je me suis baladé partout, j'ai exploré, j'ai commencé à m'approprier les lieux, à parler un peu au pif avec les PNJ qui traînaient, et vraiment il y avait un côté tellement organique dans ma manière d'appréhender le monde, où j'étais plus du tout dans un rapport presque vidéoludique, de mec qui suit quelque chose sur une carte un peu abstrait. C'était tellement concret, j'étais tellement dans un immeuble avec des gens, dans une ville avec du monde, et de temps en temps, il y avait quelqu'un qui sortait un peu du lot et avec qui j'interagissais, quoi. Donc, bon, c'était assez grandiose comme expérience. Après, je me suis quand même relativement vite lassé de ce jeu,
pour diverses raisons. Un, l'histoire, j'ai pas du tout été embarqué. Bon, ça, c'est personnel, c'est dur de m'embarquer sur une histoire de jeu vidéo, honnêtement. Deux, j'ai pas vraiment adhéré avec le concept très jeu de rôle, en fait, de Cyberpunk. Je sais que ça vient de là, hein. Mais quand je dis jeu de rôle, c'est plutôt le côté stat, le fait que, en fait, quand tu tires sur quelqu'un, c'est en fonction de ta performance, et donc de ta stat en question, et lui, c'est en question de sa stat, et donc en fait, tu peux faire des headshots, tu vas juste enlever des pourcentages de vie. Voilà, c'est vrai que j'abordais un peu le truc, un peu bêtement, comme un GTA, où t'es dans une ville, et bah, si tu tires à la tête d'un mec, il meurt, quoi. Qu'importe tes stats, qu'importe ton truc. Bon. Après, je sais que c'est globalement quand tu tires la tête, il meurt aussi, les gars. Mais bon, il y avait ce sentiment en plus de progression où tu fais que améliorer des micro-pourcentages dans des objectifs un peu abstraits. J'ai pas du tout été pris par le côté RPG en fait du jeu, quoi. Cet arbre de compétences un peu abstrait. Bon, ça m'a pas trop pris, donc j'ai quand même glandé dans la ville pendant une dizaine d'heures. J'ai fait plusieurs missions, j'ai avancé. J'ai été pris par le machin, mais j'ai pas vécu Cyberpunk jusqu'au bout, totalement. Bon, voilà, à la fin je finissais juste par découper tout le monde au sabre. Le hacking, j'ai pas trouvé ça super intéressant. L'univers m'a pas totalement happé finalement, mais j'avoue que les premières heures, la découverte de ce monde, du côté, c'est foisonnant quoi comme univers au départ, ça m'a vraiment balancé dans la gueule. Après, c'est vrai qu'en fait, je trouve que finalement il n'y a pas énormément d'interaction avec le monde. C'est-à-dire que c'est débile, mais elle est la vraie, pour moi, je vous dis en tant qu'histoire de joueur, hein, la plus grosse claque que j'ai pris dans un jeu en termes d'immersion comme ça, de genre de sentiment d'être presque dans la réalité mais dans un jeu, c'était Shenmue. Le premier Shenmue sur Dreamcast, c'était un délire. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai débarqué dans la salle d'arcade et que je pouvais jouer aux vieux jeux Sega sur les bornes, que je pouvais aller m'acheter une canette de café au combini à côté, enfin vraiment, j'avais l'impression de jouer avec les petites boules là, enfin, c'était un truc de barjo, tout était interactif, j'avais le sentiment d'avoir une vie alternative dans un jeu vidéo, c'était ouf. Là, ça donnait l'impression visuellement, c'était dingue, mais après, finalement, dans l'usage, pas tant. Et j'ai trouvé que voilà, les histoires, les persos, m'en foutaient. Donc bon jeu, hein, tu vois, je lui ai mis une bonne note, je crois, sur Sens Critique. Je lui ai mis 7 sur 10 parce que j'ai quand même été embarqué, mais pour moi ça passe pas le cap du 7, qui est vraiment le signe du grand jeu qui commence à taper les 8, quoi. Voilà. Donc c'était Cyberpunk auquel je me suis frotté cette année. De temps en temps, je le relance pour faire le con 10 minutes et après j'arrête. Et ouais, pareil, je joue que à la première personne, même les bagnoles. Je suis en mode. Vraiment, genre, je me dis immersion totale, première personne tout le temps. Ouais, mais ça marche. Franchement, l'immersion, elle est décuplée. C'est plus dur, plus laborieux, mais je vous recommande pas. C'est une manière de jouer, mais moi, vraiment, ça me gâche des jeux de suivre un marqueur, en fait. D'être dans une espèce de passivité comme ça de joueur, je trouve ça, mais désengageant au possible. C'est-à-dire que vraiment, je préfère galérer, rater des trucs. Avoir le sentiment d'être paumé et passer à côté peut-être de la fluidité du jeu, mais je préfère créer mon propre flow en fait. Et être dans un. Alors après, franchement, dans Cyberpunk, c'est pas un cadeau, hein, parce que je vous dis, même le concept de devoir trouver le premier, genre la première boutique du gars chez qui tu dois aller, c'est la galère. Parce que tu dois, à chaque fois, en plus, ce qui est gaulerie dans Cyberpunk, c'est que dans le monde, t'as des cartes accessibles, comme des cartes de métro. Donc j'utilisais ça, c'est-à-dire que j'ouvrais même pas la carte en temps réel, j'allais sur les bornes pour regarder la carte, pour voir où j'étais. Et là, pour le coup, c'est avec les objectifs, et vu que c'est en plus en 3D sur plusieurs étages et tout, j'ai peiné, quoi. J'ai tourné autour d'un building pendant 5 minutes, enfin. Mais je préfère ça. Franchement, je préfère ça que d'avoir l'impression de suivre un GPS tout le long du jeu. Donc un jour, je referai The Witcher 3 en enlevant ça et en galérant ma race. Mais pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. Alors après, rapidement, j'ai fait un jeu que je pensais de sortir en 2024, mais apparemment pas. C'est un jeu de 2023 qui s'appelle Sanabi, qui est un espèce de action platformer en 2D, plutôt joli. Je crois que c'est coréen, avec une histoire un peu perfide, plutôt mignonne, où le concept, globalement, c'est que t'as un héros qui a un grappin et qui va parcourir des niveaux avec une grosse emphase sur le scénario que j'ai trouvé un peu un peu relou. Il y a un impact émotionnel qui est voulu, qui est assez fort, mais c'est dilué, encore une fois. C'est le problème des jeux vidéo narratifs qui mettent de la narration dans des formats comme la plateforme où t'es pas nécessairement le format le plus narratif. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère 10 000 fois une narration comme Céleste, par exemple,
qui est une narration finalement extrêmement environnementale ou même vidéoludique, c'est-à-dire une narration qui est faite par ce que tu fais manette en main, qui te fait éprouver des sentiments et des sensations, un peu comme je parlais avec Brothers, c'est-à-dire que la narration, elle se fait par l'environnement, par les actions que tu fais, et c'est par ça que les émotions sont véhiculées. Dans Sanabi, c'est par des scènes, des cutscenes avec des dialogues interminables, des interventions de personnages qui parlent, et qui parlent, et qui parlent, des moments où tu contrôles rien. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout approprié. Enfin, pour moi, c'est pas paresseux, mais c'est, solution un peu... voilà, comme ça, quoi. On veut raconter une histoire, on fait des cuts et les gens y parlent. Bon, ça me gave en fait. Et sur un jeu de plateforme comme ça, où ça rallonge le temps de jeu quasiment de 1/3, où tu passes 1/3 du temps à lire des dialogues et 2/3 à jouer et à faire des niveaux, à un moment ça m'a saoulé. Donc je suis pas du tout allé totalement au bout. Mais bon, le gameplay était agréable, il y avait un côté cool avec ce grappin et tout, mais pareil, là où à l'inverse de Paper Grinder dont j'ai parlé plus tôt, qui avait vraiment un concept où le gameplay changeait radicalement malgré le même outil à chaque niveau, tu sentais qu'il y avait une inventivité, un peu comme il y a dans les Mario ou dans ce que j'ai vu à Astrobot, où tu ne t'ennuies jamais, quoi, le concept. Et une fois que tu l'as compris et maîtrisé, tu passes à un autre concept de gameplay, quoi, plus ou moins. Et là, non. Là, vraiment, c'est quand même il tire très très longtemps avec les mêmes outils. Et bon, moi, je me suis lassé de Sanabi. Mais bon, voilà, c'est plutôt très joli, c'est un peu touchant. Je pense que globalement, c'est un jeu qui a été apprécié des gens. Mais moi, c'est sûrement le jeu que j'ai le moins aimé cette année dans tous ceux que j'ai fait. Et ça reste pas un mauvais jeu, hein, mais bon, quand même. J'ai joué à un jeu court que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Super Luminal. C'est ça, un Super Liminal. Qui est un jeu où on est à la première personne. C'est un puzzle game où on est sur un jeu de perspective. Où vous voyez par exemple quand on a une pièce devant nous, souvent c'est avec des pièces d'échecs que ça se passe dans le jeu, et que dans la caméra vous pouvez attraper les objets, et si vous les changez de perspective et que vous les mettez qui peuvent apparaître plus gros, d'un coup vous les relâchez et ils ont la taille qu'ils faisaient en fonction de la perspective dans laquelle tu l'as mis. Hyper mal résumé encore une fois, mais j'illustrerai avec un exemple qui vous donnera la compréhension du délire. Et très belle surprise, honnêtement. L'histoire, le concept, voilà. Bon, pour le coup, là, il n'y a pas trop de dialogue ni rien. C'est plutôt straightforward. Mais c'est vraiment surprenant comme jeu, parce que c'est vrai qu'on rentre avec un côté un peu paradoxal, où en fait, les dimensions, les perspectives, tout ça est un peu piégeux et piégeant. Et donc, tu te retrouves à faire des puzzles où t'as des trucs un peu mindfuck, quoi. Je me rappelle d'un moment où tu rentres, parce que t'as aussi un truc un peu avec des dimensions, où tu rentres dans un machin, et quand tu ressors, t'as changé de taille, et t'as une autre échelle, et en fait, il faut qu'à travers le portail que t'as vu, tu manipules un objet qui te change de taille. Enfin, il y a un côté vraiment, tu pètes un câble par moment des possibilités d'échelle, de paradoxes un peu... c'est un peu des illusions optiques, quoi. C'est un jeu d'illusions optiques, mais qui crée des paradoxes un peu et des changements d'échelle. C'est assez dingo, j'ai kiffé. C'est court, ça dure 3 heures, je pense. Ça se torche vite, mais franchement, belle expérience, jeu intéressant. Pas un chef-d'œuvre, ça manque de pas mal de trucs, je pense, pour être un chef-d'œuvre, mais pareil, une belle variation dans l'utilisation des différentes illusions optiques et des différents systèmes. À un moment, ils utilisent le contraste, ça utilise donc les tailles, ça utilise pas mal de choses. Et je me suis bien pris la tête et j'ai kiffé. Voilà, bon jeu, je le recommande. Il était gratos sur le PS Plus à une époque. Le prochain jeu, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année, donc c'est un truc qui date, hein, mais bon, que j'ai rattrapé. C'est The Short Hike, A Short Hike, un jeu de 2019. Qui porte bien son nom, parce que c'est Short Hike, c'est une petite rando, et globalement c'est un jeu qui se termine en une petite heure, je pense, une petite heure et demie, max. Putain, mais quel bonheur ce jeu, franchement, c'est vraiment extraordinaire. Bon, tu vois, là, c'est un jeu qui a eu sa petite répute, hein, et notamment c'est Parfum du Game aussi. Alors c'est drôle parce que là, ça a été le cas inverse. J'ai fait le jeu, et juste après, ils ont sorti l'épisode. Et je savais pas qu'ils le faisaient là-dessus, donc j'étais trop content quand ça arrive, tu fais, oh putain, trop de chance. Donc le Short Hike, c'est un jeu qui vaut pas très cher et que j'ai acheté vraiment quelques centaines, quelques 2-3 euros, je crois. Et c'est vraiment génial. Le concept, c'est qu'on est une jeune fille et on passe un week-end avec son père sur une espèce de petite île et on va se balader. Le but, c'est d'atteindre le sommet de cette île où il y a un pic, un mont. Et pour y accéder, on va devoir récolter des plumes d'or qui nous permettent d'augmenter notre endurance.
un peu comme dans le Zelda Breath of the Wild, là, où on peut s'agripper, mais on finit par lâcher si on n'a pas assez d'endurance. Et donc pour obtenir ces plumes d'or, on a des mini-challenges un peu à faire, que ce soit une course avec un mec, on doit retrouver des coquillages, on doit donner une pelle à quelqu'un, on doit, je sais pas moi, enfin, jouer à un jeu de bâton, un espèce de sport bizarre, enfin, plein de petites merdouilles comme ça. Et c'est un espèce de mélange, ouais, entre Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing un peu, et c'est d'une tranquillité, d'un cosy mais total. Je veux dire, le jeu pareil, je crois que c'est développé par une seule personne, et c'est vraiment mais du bonheur en boîte, quoi. C'est-à-dire que tu joues ça, t'es détendu, tu kiffes, tu t'appréhendes l'île, les contrôles ils sont hyper agréables, tu peux te mettre tu voles et après tu planes, donc il y a un côté très planant justement, et vraiment c'est d'une... Ouais, d'un relax, quoi. C'est vraiment le jeu qui détend. Tu le fais, t'es bien, t'es ailleurs, t'es dans ce petit monde génial où il t'arrive rien de mauvais, où tout le monde est cool. Et franchement, c'est vraiment une belle expérience. C'est le premier jeu que ma fille a fini, parce que finalement, je l'ai fait jouer, et c'était cool de voir mon enfant qui, d'habitude, galère avec les jeux vidéo, et surtout les jeux vidéo récents qui peuvent être longs. Tu vois, n'importe quel jeu, aujourd'hui, c'est 5-6 heures minimum. Et bon, bah, d'une traite et tout. Là, elle a fini le temps d'un week-end, donc c'était vraiment génial, en 3-4 sessions d'une demi-heure. Et c'était cool, quoi, de voir ça, parce que c'était abordable pour un enfant, et elle a pris son pied autant que moi j'ai pris mon pied. On a fini tous les deux ensemble le même week-end. Donc c'était génial, une vraie expérience en plus, un peu de partage, que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est top, parce que tu as un oiseau dans l'histoire, c'est pour ça que tu peux planer. Et la fin est vraiment... en plus, juste ce qu'il faut de narration et d'émotion. Ouais, franchement, un très très beau jeu. J'ai vraiment adoré, je vous le recommande vraiment, vraiment grandement. Et le dernier jeu que j'ai fait cette année, je me suis lancé dans No Man's Sky. No Man's Sky, donc jeu qui à la base est sorti en 2016, qui a eu un peu une espèce de... Bah, un peu comme Cyberpunk, mais pas pour les mêmes raisons, une sortie un peu problématique, où toutes les promesses qui avaient été faites n'étaient pas vraiment rempli. Il y avait un côté très vide et mal foutu du jeu, parce que le principe de No Man's Sky, c'est qu'on est dans un espèce d'univers en procédural quasiment infini, et on passe de planète en planète. Le but, c'est globalement de rejoindre le centre de la galaxie ou de l'univers en question. No Man's Sky, écoutez, début très agréable. C'est vrai que ça se prend vite en main, donc c'est un jeu où tu es troisième personne ou FPS, tu choisis. Et globalement, tu es sur des planètes et tu fais du farming, tu récoltes des matières, des trucs, des machins. Tu prends des vaisseaux, tu construis des bases. Avec tes vaisseaux, tu vas dans d'autres systèmes. Et voilà, et tu as ce système un peu où tu vas suivre des... Il y a quand même une espèce de semblant de narration et tu dois avancer de planète en planète pour trouver des trucs. Et alors là, pour le coup, tu vois, autant je disais marqueur d'objectif, poète Calec. Bon bah là, j'ai pas pensé à désactiver les marqueurs d'objectifs, parce que vu que le terrain de jeu c'était l'univers entier avec des millions de planètes, je me suis dit, non mec, tu vas pas te désactiver les marqueurs, tu vas rien faire. Je veux dire, tu vas jamais pouvoir faire le jeu, quoi. Et en effet, tu n'as pas les marqueurs d'objectifs, dans ce jeu, tu ne peux pas faire le jeu. Parce que tu dois littéralement trouver des machins qui sont sur des planètes de la taille d'une planète quasiment à échelle 1 sur 1, quelque part dans une galaxie. Enfin, donc c'est improbable si t'as pas un cap à suivre et je sais même pas comment tu fais, donc j'ai même pas essayé, ça m'a même pas venu à l'idée. Et au final, bah, c'est un peu ce qui m'a aussi fait arrêter de jouer relativement vite, parce que à un moment, l'histoire est pas très passionnante, parce que c'est vraiment quelque chose où tu sens que c'est un prétexte pour te faire avancer. Et en fait, j'ai joué, ouais, pareil, une dizaine d'heures, et j'ai l'impression que j'étais même pas au bout de l'aspect tutoriel du jeu, où j'étais toujours en train d'apprendre des mécaniques, des trucs, des machins, et jamais vraiment d'être dans le profit, de kiffer quelque chose, d'être dans une histoire, une aventure, un truc un peu emballant, parce qu'en fait tu passes quand même beaucoup de temps à farmer, c'est un jeu où tu fais que farmer, t'as des combats, mais que je trouve un peu, qui n'ont pas vraiment de contexte, qui sont pas vraiment entourés de quelque chose de satisfaisant, t'as pas le sentiment, il manque pour moi dans le jeu un vrai sentiment d'avoir une logique à l'aventure, d'avoir quelque chose qui te prend un peu plus que juste tu farmes, tu récoltes des trucs, tu construis des nouveaux vaisseaux, tu construis des bases, et tout ça est très, tu vois, là, mais bon, ça, pour pas faire grand chose, pour pas raconter grand chose, et t'as des zones où t'as pas vraiment le droit d'aller, où t'as des pirates qui t'attaquent, et des sentinelles qui te font chier. Donc j'ai bien aimé, mais il y a un moment où en fait j'ai senti que c'était le genre de jeu où soit tu t'investissais en mode un peu Minecraft, ou genre de délire, où
t'engloutissais mais des centaines d'heures pour te faire kiffer et te faire les plus beaux vaisseaux, les plus belles bases et explorer tout l'univers et vraiment être à donf dans ce truc d'exploration spatiale et de prendre ton pied, voilà. Soit bah tu fais comme moi, au bout d'un moment, quand tu vois que ça se répète, que le logique d'aller à un point B, récupérer telle merde, assembler ces 3 merdes pour construire une dernière merde et qui te permet d'obtenir la merde d'après et ainsi de suite. Bon bah à un moment je me suis lassé. Mais tu peux pas enlever qu'il y a un sentiment que j'ai jamais eu dans un jeu vidéo, qui est ce sentiment de liberté à l'échelle stratosphère spatiale que je n'avais jamais expériencé, enfin vécu. C'est un truc de barjo. C'est-à-dire que quand t'es par terre, que tu creuses une grotte, tu récupères un truc dans la grotte, tu ressors de la grotte, tu cours dans la plaine, tu montes dans ton vaisseau, tu décolles, tu traverses ta planète, donc tu peux aller, hop là, tu fais des trucs sur la planète, tu es au-dessus de l'eau, hop, tu passes au-dessus d'une montagne, tu décides de partir, tu quittes l'atmosphère, tu es dans l'espace, tu mets un peu une vitesse supérieure, tu passes pas en vitesse lumière, mais un truc un peu plus fort, tu traverses une partie de l'espace, tu arrives sur une autre planète, tu rentres dedans directement, tu survoles, hop là, tu passes sur une montagne, allez, tu vas te poser au bord de l'eau, tu descends, et t'es de nouveau à pied sur la planète, tout ça sans aucune coupe, sans aucun chargement apparent. Il cache les chargements dans les moments où tu fous rien dans l'espace et tout, mais globalement, voilà, tout ça d'une fluidité sans nom. J'ai fait genre, waouh, putain, ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est vraiment, c'est un sentiment qui est dingo, quoi. Après, pour en faire quoi? Bon, c'est là où la question, c'est-à-dire que la démesure du jeu en termes d'ambition, de scope, des milliards de planètes générées, machin, de manière procédurale, c'est-à-dire que, bah, fait que tu as un sentiment où tu te dis, bah ouais, mais il y a une vanité dans la... L'ambition est tellement large que tu peux pas la combler de manière satisfaisante, finalement. À part à faire des choses un peu procédurales, mécaniques, où on te demande de faire des trucs abstraits qui racontent pas grand-chose en soi, mais qui t'occupent un peu. Après, j'ai pas testé toutes les explorations avec des gens en coop, toute la partie un peu multijoueur. Bon, j'ai pas fait, ça se trouve c'est chambé. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je le fasse pour ça. J'avoue que ça m'a... Tous les systèmes de menuing sont un peu lourdos. Il y a un côté, l'interface est pas évidente, la lisibilité des objets que tu récoltes et tout. Oh, c'est un peu pénible quand même, c'est beaucoup d'informations en fait. C'est énormément d'informations, faut limite un wiki pour jouer au jeu, quoi. Et en plus de ça, je trouve l'interface des bases spatiales et de ce qu'ils appellent là, l'espèce d'apparition, ou de... Je sais plus comment ça s'appelle, tu as une base un peu spéciale que tu peux faire apparaître et qui te permet de connecter en ligne et tout. Oh, putain, c'est des interfaces... Enfin, tu sais jamais vers quoi tu vas, en fait. Par moments aussi, j'avoue que dans les jeux modernes, là, il y a quand même une tendance à perdre cette espèce de limpidité du menuing. Tu vois, quand tu arrives dans un menu principal, dans un menu de jeu, tu as envie d'avoir les trucs simples, quoi. Parfois, pour jouer en coop, c'est galère, quoi. Je pense à un truc débile, mais par exemple à Enter the Gungeon, pour jouer en coop, faut aller parler à un personnage dans le lobby du truc, où il va te... Enfin, tout un bordel où t'as juste envie de mettre pause, et d'avoir dans le menu d'entrée, jouer en coop, un truc clair. Et il y a pas mal de jeux où j'ai galéré à jouer en coop, parce que, bah, c'était pas clair, en fait, la manière de faire, d'intégrer cette option-là, quoi. Fortnite, si vous voulez jouer à deux, en écran splitté sur PS5, j'ai dû regarder un tuto à chaque fois que j'ai voulu le faire. Un tuto sur YouTube. Et vous pouvez jouer en écran splitté sur une PS5 à deux en même temps sur Fortnite. Mais pour le faire, c'est pas du tout intuitif. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur... faut lancer la deuxième manette, connecter le gars à un autre compte, lancer Start sur le menu du machin. Enfin, un truc où tu pas du tout intuitif. T'as pas du tout le côté genre comme avant. Est-ce que vous voulez jouer en coop? Oui, connecté, après c'est bon. Le bordel. Et No Man's Sky, il souffre, je trouve, un peu de ça. Pas sur la coop, mais sur tout le truc, ouais, tu comprends pas ce que ça va être, les expéditions, on te dit pas clairement ce que c'est. Il y a un peu un côté bizarre cryptique pour pas grand chose. Bref. Mais le jeu reste quand même vraiment bon, c'est très beau, t'as des moments, voilà, t'as des moments grandioses de vie spatiale. Alors, j'ai pas joué à Elite, enfin, j'ai joué un tout petit peu, mais sur la version console, je pense qu'elle est pas au niveau. Et j'ai pas joué surtout à l'autre, là, au jeu qui existe, Star Citizen. Donc bon, bah, je peux pas juger la comparaison de ce type de jeu. C'est le premier truc que je fais là dans cette mouvance des jeux spatiaux et tout, mais franchement, il y a un côté jouissif et grandiose si tu aimes un peu l'exploration spatiale. J'avoue que ça m'a mis une claque. Mais par exemple, à l'échelle du jeu avec ce délire-là, je trouve qu'un jeu comme Outer Wilds, qui est un jeu qui se passe dans un système solaire beaucoup plus réduit, à 6 planètes,
et qui te propose quand même ce rapport d'expérience spatiale, mais pour moi c'est 10 milliards de fois plus intéressant et véhicuteur de beaucoup plus de force et d'émotion dans Outer Wilds que dans No Man's Sky, malgré la démesure de No Man's Sky. Je veux dire, dans Outer Wilds, bah, il y a un aspect tellement fascinant de découvrir ce que tu découvres et de progresser dans cet univers qui est certes petit, mais qui reste surprenant, qui reste avec des moments extraordinaires de fascination spatiale et tout ça. Donc bref, je trouve que par moment, faut les échelles, et c'est pareil, tu vois, au final, je reviens aussi sur Short Hike, mais Short Hike, il y a vraiment ce côté où t'as rien, t'as pas de gras, quoi. T'as pas de gras. C'est-à-dire que c'est un open world, en soi, c'est un tout petit open world, mais justement, tu ne te lasses jamais, tu refais jamais deux fois la même chose, quasiment. C'est-à-dire que chaque activité que tu fais, tu la fais une fois, t'obtiens ta récompense et t'as plus besoin de la faire. Alors forcément, le jeu dure 1h30. Mais, et donc en fait, t'as vraiment ce sentiment d'avoir un open world où tu te balades partout, tu es content de découvrir chaque mètre carré de cet endroit. Et quand t'arrives au bout de du jeu, t'as découvert l'endroit, t'as profité de l'intégralité de ce que le monde t'avait à profiter, et tu t'as pas refait deux fois la même chose, et donc t'es ultra satisfait, quoi. Il y a un sentiment d'accomplissement. Alors que quand tu es dans des open world où tu fais que des boucles, bah, c'est le principe du jeu vidéo, c'est des boucles de gameplay, certes, mais je trouve qu'il y a des boucles de gameplay qui peuvent être bien dissimulées par la narration, qui peuvent être souvent... Parce qu'il ne faut pas oublier que les boucles de gameplay, à la base, il y a quand même un rapport... c'est quand même, ça s'inscrit normalement sur une courbe. C'est des boucles qui quand même sont sur une courbe qui fait que monter. Soit tu progresses en difficulté, donc le challenge augmente, donc ta dextérité demande à être augmentée, c'est ce qui se passe dans les jeux de plateforme. Soit il y a des mécaniques nouvelles qui viennent apparaître. Dans les Mario, c'est toujours quasiment ça. Tu as toujours des nouvelles mécaniques qui viennent te changer en fait ta boucle. Ta boucle n'est pas toujours la même. Mais c'est vrai que dans les open world récents, par moment, il y a des boucles de gameplay qui sont quand même très similaires l'une sur l'autre, quoi. Il y a très peu d'évolution entre ces boucles-là. Quand tu fais un camp de brigands et qu'après t'enchaînes par un challenge de je sais pas quoi, et après t'enchaînes par une petite partie enquête où tu mets une vision de merde et tu vois tous les indices, et tu fais ça en boucle à chaque fois, bah en fait à un moment ça ne... Je trouve que tu n'as pas ce sentiment, alors de temps en temps tu as des caractéristiques en plus et des trucs comme ça, mais t'as pas ce sentiment vraiment de... T'as un sentiment de lassitude qui, je trouve, s'installe assez vite. Moi, j'ai eu ça, par exemple, dans le Harry Potter. Le Harry Potter, franchement, à un moment, ça m'a lâché des mains. Genre, moi, mais je fais la même chose en boucle. Votre histoire, elle m'intéresse pas, parce qu'elle est un peu naze et étalée, encore une fois, sur une dizaine d'heures, alors qu'en vrai, tu ferais même pas un film d'1h30 correct avec. Les personnages sont pas du tout intéressants. C'est... Voilà. Et en fait, après, je me retrouve juste à faire des trucs de merde. Et alors, en plus, moi, tout dans les jeux vidéo, faut vraiment, moi, me filer une quête FedEx. Putain, l'intérêt... Enfin, pour que j'en fais une, ok. Allez, deux, mais pas plus, quoi. Me demandez pas de traverser la carte en boucle pour aller amener des ingrédients de merde à Bitonio, parce que c'est le cousin de machin, il veut pas se déplacer ou parce qu'il a un cours à donner à la place. Et à un moment, j'en ai ras le cul. Parce qu'en plus, amener un machin Bitonio quand c'est juste suivre le putain de marqueur qui me dit que Bitonio il est là-bas et voilà, de me barrer, de prendre mon balai, de voler 5 heures, 15 minutes, d'arriver, d'asseoir et de taper à la porte de l'autre connard. Et l'autre connard il va me dire ah, mais en fait, pour faire ma potion, j'ai besoin de 10 ingrédients différents, il faut que tu ailles dans la forêt récupérer 15 plantes. Mais va te faire foutre. Enfin, je veux dire, c'est bon, je suis pas un larbin, je veux dire, j'ai l'impression de faire des tâches ménagères dans les jeux vidéo, quoi, quand ils font ça. Et je dis ça, j'adore Zelda, et Zelda, il peut s'autoriser à le faire, mais ça m'a pas fait autant ce sentiment-là que dans certains open world récents là, que j'ai fait. Par exemple, moi, celui qui m'a flingué à ce niveau-là, là, qui était insupportable, bah, franchement, le Poudlard, là, j'ai eu un peu de mal, je sais plus comment il s'appelle, le Hogwarts Legacy, là, ouais, non, ça m'a gavé, franchement. Et il y en a un autre qui m'a gavé comme ça, mais j'ai oublié. Bah, je sais plus, mais moi, j'ai plein de griefs dans les jeux aujourd'hui. Enfin, tu vois, même des jeux que j'aime bien, mais par exemple... J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que moi, il y a des mécaniques que je les trouve insupportables. Par exemple, la mécanique des parois avec les marqueurs sur lesquels tu as le droit de monter, là, qu'il y a dans Horizon ou dans Uncharted, mais ça, pour moi, c'est no-go. Enfin, je veux dire, j'ai fait les deux, hein, je dis ça et je fais les jeux quand même, mais être dans des jeux où tu as des sessions d'escalade, je veux dire, intenses, et que tu n'as jamais la peur de tomber, parce qu'en fait, tu fais que suivre une putain de route, là, mais je trouve ça nul. Oh, nul à chier. Il y a un moment, en fait, quel est le plaisir que je prends à avoir l'impression qu'on m'infantilise dans un jeu comme ça? C'est-à-dire qu'en vrai, moi, je préfère être dans un rapport comme un Dark Souls, ou justement un Bloodborne où je me fais laminer la gueule, mais où je sens que je suis en pleine possession de ce qu'on me demande de faire.
enfin, qu'on me prend pas par la main comme un golito, en me disant, vas-y, tu dois monter à la montagne, regarde, on t'a tracé un petit tracé, là, que tu n'as qu'à suivre. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tomber, il n'y a rien de... Tout va bien. Tu suis le tracé et ça ira bien. Ben non. En fait, moi, j'ai envie de commencer à gravir la montagne, d'avoir des prises qui marchent pas, ou bien de devoir gérer quelque chose en route, que ce soit mon endurance, ce qui est la moindre des choses, tu vois, le truc dans Zelda, bon, ou dans Short Trek, bon, bah, tu gères une endurance, à la limite, pourquoi pas, et tu te rends compte que si t'as de la ressource, t'arrives à monter, si t'as pas assez d'endurance, bah, t'y arrives pas, si t'as mal géré, tu tombes, c'est le... Franchement, c'est niveau 0, mais très bien, déjà, rien que ça, je prends. Mais il y a mieux, j'imagine, il y a plein de jeux d'escalade qui sont sortis, qui ont sûrement d'autres dynamiques beaucoup mieux. Mais franchement, il y a des... Vous pouvez pas... Moi, je peux pas me refaire des trucs comme ça, là, où tu suis une putain de trace blanche ou jaune, là. Oh, c'est horrible. Voilà, donc c'est mon petit coup de gueule sur cette mécanique-là, mais il y a plein de mécaniques de gros AAA que vraiment, vraiment, j'ai du mal, quoi, j'ai du mal. Et je vois que bah, ça va, hein, je vois qu'apparemment ça bouge. Je sais qu'Ubisoft, ils ont fait des vrais efforts, par exemple, sur leur jeu Avatar. J'ai pas joué, mais j'ai vu des gens jouer, j'ai regardé des let's play, tout ça. Je vois qu'ils ont quand même essayé d'apporter un côté environnemental où tu n'es plus que avec minimap, marqueur d'objectif et tout. Après, ils se sont chiés sur d'autres trucs. Et pareil dans Star Wars, ils ont du mal avec l'infiltration en ce moment, Ubisoft. C'est pas là où ils essaient d'en faire, mais je sais pas pourquoi ils foirent un peu. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour mes avis sur les jeux vidéo de l'année 2024. Voilà, je voulais parler de jeux vidéo parce que, mine de rien, c'est un médium que j'adore, que je consomme quand même beaucoup. Et je trouve qu'il y a des liens intéressants, pas à faire avec le cinéma nécessairement, mais je trouve qu'en fait, ce que j'aime dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que c'est un médium qui est encore totalement en train de se... Je veux dire, de se questionner, d'essayer de se comprendre presque. Donc c'est un médium qui en fait a encore vraiment des vrais points à, à innover. C'est-à-dire qu'il découvre des nouvelles choses, des nouvelles manières de raconter des histoires quasiment tout le temps. Et là, les jeux dont j'ai parlé, c'est vrai que ce soit Animal Well, que ce soit Lorelai and the Laser Eyes, que ce soit Arco, même quand dans les autres jeux dont je parlais comme Brothers, tout ça, c'est des jeux qui utilisent le médium, vraiment le gameplay, le game design, le level design, le character design, des choses qui sont propres aux jeux vidéo pour te véhiculer des émotions. Donc on va appeler ça de la mise en scène, mais c'est pas de la mise en scène en fait. Il y a un autre terme, c'est du game design en fait. Mais il y a un terme qui devrait émerger de ça pour réussir à expliquer, bah c'est ça, c'est vraiment un sentiment vidéoludique pur qui te transmet une émotion. Et, et en fait, j'adore, parce que pour moi, ça me ramène au cinéma, en me disant, ok, il y a moyen d'essayer de penser un tout petit peu de côté, et de voir que dans le jeu vidéo, ils arrivent à encore trouver des nouvelles choses, parce que c'est encore frais et jeune, et qu'il y a plein de choses à faire, et que le médium est peut-être plus riche, parce qu'il y a une dimension en plus. Le jeu vidéo, c'est finalement du cinéma, avec l'interactivité en plus, donc ça peut te procurer... Enfin, le cinéma, non, parce que bon, tu peux avoir des trucs en FMV, mais ça s'approche du cinéma d'animation, en vrai quand même, avec le truc en plus qui est l'interaction. Donc tu as vraiment d'un coup une dimension en plus qui s'ouvre. Mais le cinéma, je trouve qu'il y a moyen de se questionner sur, mais en fait, peut-être qu'il y a moyen de penser différemment et d'aller chercher des vecteurs d'émotion d'une autre manière, quoi. Et je trouve que, voilà, en tout cas, j'ai le sentiment que de vraiment m'intéresser à la culture du jeu vidéo aujourd'hui, et de vraiment réfléchir dessus, m'aide à aussi mieux comprendre le cinéma et à voir vers quoi on peut tendre pour innover en termes de compréhension du cinéma et même de création du cinéma. Donc c'est pour ça que je m'autorise à en parler et à dire que c'est un médium que j'aime beaucoup, parce que bah, je sens qu'il y a une émulsion, qu'il y a un peu moins ou plus rarement dans le cinéma, parce que dans le jeu vidéo, il y a quand même une émulsion dans des trucs... pas que des trucs pointus, quoi. Même les gros AAA, c'est vraiment des tentatives à chaque fois. Là où le cinéma, dans les gros blockbusters, cette année, il y a eu des belles tentatives, mais par moments, il se repose un peu sur des acquis et ça remet pas en question le médium. Ça révolutionne pas le médium. Alors que franchement, t'as des jeux qui révolutionnent le médium tous les 6 mois, tous les ans presque. Tous les médiums sur un domaine, tu vois. Mais quand je vois Céleste, je me dis, bah oui, là, le mec a révolutionné le médium. Quand je vois Brothers, pour moi, il a un peu révolutionné le médium aussi à son échelle. Voilà, que des trucs comme ça. Et franchement, ça, voilà, je trouve ça hyper stimulant. En fait. C'est très stimulant, je trouve, le monde du jeu vidéo. Au-delà de tous les problèmes de licenciement, de modèles économiques foireux, de plein de problèmes. Mais je trouve que c'est vraiment un monde qui est en effervescence et en pleine réflexion et qui n'est pas encore arrivé à maturation totalement. Et ça, c'est cool. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette énorme, longue, interminable vidéo sur le jeu vidéo.
Mais écoutez, la prochaine fois, on se retrouve à parler de films. Vous inquiétez pas, on va revenir au cinéma. Je vais essayer de faire cette année des vidéos plus récurrentes comme ça. Des vidéos un peu en roue libre avec un thème et voilà, pas ultra cadré, mais j'avais envie, un peu comme un podcast. Ça me fait plaisir, ça m'aide à parler, à sortir tout ce que j'ai dans la tête. Et c'est bien, voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, là, vous êtes les plus valeureux, franchement, vous tapez plus d'une heure de vidéo avec moi qui parle de jeux vidéo. Vraiment, vous êtes courageux, merci à vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre les jeux que je devrais faire cette année en 2025, les jeux que je dois rattraper en 2025, vos commentaires sur les jeux dont j'ai parlé, vos recommandations, vos logiques sur le game design, sur les trucs que vous avez trouvé innovants. Parlez-moi un peu de jeux vidéo dans les commentaires. Dites-moi votre vision du jeu vidéo actuel. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Balancez-moi les trucs. J'ai donné mon avis, mais je suis très curieux d'avoir le vôtre parce qu'autant on parle souvent de cinéma ensemble avec cette communauté, autant jeux vidéo on en parle moins souvent. Donc vos avis vraiment, ils m'intéressent parce que je dis pas que vos avis sur le cinéma ne m'intéressent pas, mais à la limite, il y en a certains, je commence à comprendre comment ils pensent en cinéma. Autant jeux vidéo, pas trop. Donc je suis curieux de voir un peu vos prises de position et de voir si je suis en accord avec vous ou si je suis vraiment un huluberlu dans mon coin qui arrête pas de dire c'était mieux avant ou qui déteste AAA parce que c'est trop commercial. Voilà. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine, bonne toile!